marche là ? On est à l'antenne ? Bonsoir, excusez-nous pour ce petit incident technique qui a fait que l'on ne s'est pas entendu pendant quelques instants. Rassurez-vous, je suis là bien sûr et en direct avec vous jusqu'à 1h du matin. La libre antenne et le numéro vert 3921 est à votre disposition. C'est un petit souci technique, simplement le 3921, je suis à vos côtés, les mails europe1.fr, vos SMS au 7 39 21 et évidemment vous pouvez me parler de vous, de tout ce qui vous tient à cœur. Nous sommes ensemble et en direct comme tous les soirs jusqu'à 1h du matin. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Caroline Dublanche. Et c'est Sonia qui est avec nous. Bonsoir Sonia. Oui, bonsoir. Caroline. Bonsoir. Je vous appelle parce que j'ai besoin en fait de l'aide, enfin d'une aide, oui. Parce que j'ai rencontré en fait un homme il y a un peu moins de 3 mois, et 3 semaines avant de déménager. Nous habitons désormais à 2h, 2h30 l'un de l'autre. On se voit toutes les semaines ou tous les 15 jours, suivant nos disponibilités. Oui. Et si, lorsque nous sommes ensemble, il témoigne beaucoup de tendresse, il est très câlin avec moi. Lorsque nous sommes séparés, il est assez avare en SMS, en appels téléphoniques. Et du coup, pour moi, c'est difficile en fait. C'est difficile de vivre cette relation de façon sereine. J'ai vraiment l'impression qu'on a une différence dans nos besoins affectifs. Oui, parce que finalement, vous vous voyez donc une fois toutes les 3 semaines, c'est ça ? Non, toutes les semaines ou tous les 15 jours. Toutes les semaines, d'accord. Mais entre ce laps de temps, il n'est pas du tout présent, même sous forme de texto. Vous lui avez dit, vous, que ça vous manquait un peu ? Oui, tout à fait. Alors lui, il me dit qu'il a un manque, mais c'est un manque heureux. Donc voilà, il n'a pas besoin comme ça d'avoir des SMS, d'appeler souvent. Enfin, et moi, je pense que je suis d'autant plus un petit peu peut-être fragilisée parce que je viens d'arriver récemment dans une ville où je connais personne. Vous avez raison, ça peut jouer, ça, oui. Oui, et donc voilà, c'est vrai que j'aimerais qu'il ressente lui-même le besoin de m'envoyer un petit SMS le matin, de m'appeler le soir, enfin pas tous les soirs, enfin. Mais oui, vous êtes un peu perdu, voilà. vous. C'est pas de chance, je dirais. Finalement, vous l'avez. Donc, ça fait 3 mois que vous l'avez rencontré, et voilà. vous aviez ce projet de déménagement. Voilà, en fait, c'est une mutation professionnelle. D'accord. Que je n'ai pas choisi. Oui. Mais donc voilà, et c'est vrai que pendant un an, j'étais là-bas, j'aurais pu le rencontrer avant, et non, il faut que je rencontre une personne 3 semaines avant de partir, mais bon, c'est la vie. Et à cela s'ajoute aussi que ces 2 amies les plus proches sont 2 femmes, dont l'une est une ex. Et c'est vrai que pour moi, voilà, c'est difficile à vivre en fait. Ça vous inquiète un peu ? Elles sont proches de lui aussi géographiquement ? Oui, voilà, tout à fait en fait. Et c'est lui qui vous en a parlé alors, ou vous les avez rencontrées, ces 2 femmes ? Ah non, justement, je les ai pas rencontrées. Et justement, quand sa meilleure amie, c'est donc une ex. Et quand voilà, je lui ai dit que un jour j'aimerais la rencontrer parce que voilà, c'est son amie. Et il m'a répondu ah bon, mais pourquoi ? Enfin, et lui, c'est quelqu'un qui vit que des relations de 2 à 2. Vous voyez, c'est pas un homme de groupe en fait. Oui. Et moi, je lui ai dit que voilà, dans une relation amoureuse, on a envie de rencontrer les amis des autres, de rencontrer son entourage pour aussi apprendre à le connaître. Et lui, non, je sais pas, il n'a pas ce... Je pense qu'il a envie de vivre une relation avec moi à 2 à 2, mais sans
sans élargir en fait. Alors c'est un peu, déjà c'est peut-être sa façon d'être. C'est pas un homme de groupe comme Oui. vous dites. Enfin, il préfère les relations, ce qu'on peut comprendre, hein, intimistes. Et, et puis c'est encore un peu tôt finalement. L'important avant, je dirais, de peut-être partager avec les personnes auxquelles il tient. C'est déjà important de consolider votre lien. Vous ne pensez pas? Puisque Ah oui, oui, tout à fait. c'est-à-dire que Oui, oui. déjà vous voyez tous les week-ends ou tous les 15 jours et finalement du coup vous passez ce temps ensemble parce que vous avez besoin d'apprendre à vous connaître. Oui, 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 tout à fait. Mais je sais pas, intérieurement, je suis vraiment, je tourne cette histoire dans ma tête dans tous les sens et j'arrive pas à être sereine en fait. Oui. J'arrive pas à la vivre sereinement, Mm. enfin, j'ai envie de dire, je sais pas si on peut dire projeter ou à avancer petit à petit sereinement. Dans ma tête, ça tourne. Oui, vous êtes un peu anxieuse par rapport à ça. Oui, Mais tout vous à fait. savez, je pense, Sonia aussi, vous avez raison de dire que le déménagement joue beaucoup dans cette histoire parce que il y a évidemment vous ne voyez pas les choses de la même façon. J'allais vous demander s'il avait une vie remplie, lui, cet homme. Mais au-delà de ça, c'est au-delà de ça. C'est-à-dire que vous arrivez dans une nouvelle ville, vous n'avez pas encore de repères. Vous ne connaissez Oui, tout à personne, fait. vous êtes isolé, donc forcément vous vous raccrochez à ce qui compte et à cette rencontre mais vous seriez, je pense que les choses vous pourriez les vivre plus sereinement si vous étiez resté dans votre environnement. Parce que vous auriez Oui, vos habitudes de vie, enfin des choses qui sécurisent finalement. oui, oui, tout à fait. Je pense que voilà, peut-être que je m'accroche à cette histoire parce que voilà, j'ai besoin de oui, de sécurité, j'ai besoin Oui. de sécurité affective, mais j'ai vraiment le sentiment qu'au-delà de ça, on n'a pas, on n'a pas les mêmes besoins affectifs. J'ai Attendez, vous l'impression savez, Sonia, il est peut-être un peu tôt pour dire ça. eh bien justement, c'est là c'est là mon problème, c'est que quand je débute une histoire amoureuse, Oui. voilà, je suis quelqu'un de très généreux. Je donne beaucoup tout de suite et je crois et j'attends et je le sais, j'attends beaucoup tout de suite en retour. Oui, Ah, d'accord. ça va vous paraître un petit peu grotesque, mais faudrait presque que ça soit marqué dans le marbre. Enfin, j'ai besoin pour avancer dans une histoire de me dire, vous voyez, que c'est sûr, que ça va bien se passer, parce que très vite, sinon, j'ai peur et j'ai tendance à reculer en fait. Au point Et donc, de rompre, parfois, au point de oui, prendre une décision ouais. de rupture. Ben D'accord. oui, parce que vous voyez, là, par exemple, je vis cette histoire douloureusement. Hmm. Et c'est tellement douloureux, mais oui, mais je me questionne vraiment. Oui. C'est là ma question, c'est est-ce que mes besoins affectifs, qui sont importants, Hmm. sont légitimes? Et dans ce cas-là, bon ben voilà, je n'ai pas rencontré la bonne personne, je sais cette histoire et voilà. Ou est-ce que, je veux dire, par, euh, par avance, les idées sont un peu pipées parce que j'attends trop tout de suite d'un homme. Et il me le dit, quoi, il faut que je lui laisse un peu de temps, et je l'entends, mais Oui, vous je l'entendez, mais pense que je suis votre assez claire. angoisse fait que vous êtes un peu débordée. Ouais, je suis assez, je pense, clairvoyante, quoi, sur ce que je ressens, sur, enfin, mon histoire, mais pour autant, je n'arrive pas j'ai envie de dire, à me calmer, à me sécuriser toute Oui, à seule, à vous me dire, bon, apaiser. allez, voilà, à me dire, voilà, on laisse du temps, parce que il se projette aussi. Il m'a parlé, voilà, d'aller au sport d'hiver ensemble en début d'année prochaine. Oui, Enfin, voilà, oui. Et puis, voilà, voilà, il a le sentiment aussi que moi, je suis quelqu'un, c'est vrai, plus de groupe, où j'ai des amis. Donc, il m'a dit, ah, bah, je sens que si avec toi, je cale pas des week-ends, bah, tu vas être tout le temps prise. Donc, voilà, il a calé des week-ends. Oui, il On a s'est envie de dit, vous bon, bah là, voir. Il a envie de vous oui, voir. oui, Hmm. oui, oui, tout à Tout fait. ça est très bon signe. Mais oui, c'est ça. Enfin, vous voyez, il y a des choses qui m'amènent à Bien penser, sûr, enfin, oui, oui, ben oui. voilà, qui tient à moi, et je sais que
il ressent, en fait. Il sent que je ne suis pas sécurisée, il sent que je ne suis pas bien. Ça l'inquiète un peu parce qu'il sait que si je reste comme ça, dans cet état-là, cette histoire ne peut pas durer, que je Oui. vais partir, que... Il me l'a dit, il a peur de ça. Il a peur de ça, que je m'en aille. Il voit bien que... Oui, puis ça Donc, peut aussi l'éloigner de vous, hein. Eh bien oui, c'est ce que... Oui. Ça peut Parce qu'il me aussi, l'a si vous dit. lui mettez trop de enfin, s'il vous sent trop angoissé, trop en demande, si vous êtes Oui, trop sur lui, en fait. ouais, mais tout à fait, c'est ça. En fait, il m'a dit, enfin, s'il sentait que à terme, je reste dans cet état-là, que je suis pas bien, il m'a dit, voilà, que notre histoire cesserait parce qu'il veut pas que je sois mal dans notre Mais il faut histoire. vous faire aider, hein, peut-être un peu, Sonia, si vous vous rendez compte que finalement, quand vous démarrez une histoire d'amour, ça vous plonge dans Ouais, beaucoup d'anxiété au point de finalement faire capoter l'histoire, hein. ouais. Mais ce qui est terrible, c'est que auparavant, j'ai connu de grandes histoires qui se sont terminées, et à chaque fois, j'ai été voir une psychothérapeute après. La première fois, c'était plusieurs années, puis la deuxième fois, de façon beaucoup plus courte. Et vous voyez, c'est ce qui est terrible, c'est cette impression de toujours. Donc, vous voyez, j'ai beaucoup travaillé sur moi-même, enfin, sur ce que je Attendez, vous me suis. dites que vous Oui, avez vu quelqu'un, mais vous n'avez oui. pas poursuivi un travail. Vous les voyez un peu en urgence quand ça va pas bien, quand ça se termine. Là, après ma première histoire, j'ai vu un psychothérapeute pendant 6 ou 7 ans. Et après ma deuxième histoire, là, par contre, j'ai été voir pendant 6 mois. Et vous voyez, et Ça ne vous a pas malgré ça, apaisé. pardon? Ça ne vous a pas apaisé. Pas permis de Eh ben, vous comprendre voyez, pourquoi finalement vous avez basculé autant dans l'angoisse quand il y a... mais oui, enfin, c'est ça qui est terrible, c'est que vous voyez, je pense être clairvoyante sur ce que je suis, ce que je vis, sur mon histoire, mais pour autant, rien n'y fait, vous Non, non, voyez, mais la lucidité n'empêche pas de souffrir, hein. Vous pouvez ouais, comprendre effectivement ce qui est en jeu et en même temps en souffrir. La question n'est pas tant d'ailleurs vous savez, en thérapie, de comprendre pourquoi, à tout prix, de donner un sens à tout. mhm, C'est un moment de moins souffrir. C'est tout. On n'explique pas tout en thérapie, contrairement à ce que l'on croit ou prétend. À un moment, on se ouais, rend compte que des choses qui nous faisaient souffrir, et parfois de façon assez insidieuse, on est plus serein, moins angoissé, et on ne sait pas très bien pourquoi, à quel moment ça s'est mis en place. C'est le travail de la thérapie qui... Mais donc, là, si vous voulez être clairvoyant et lucide, oui, c'est une chose, mais ça n'empêche pas la souffrance. eh ben oui, le Bon. constat est celui-là pour moi Alors, en en tout tout cas. cas, là, par rapport à cette histoire-là, en l'occurrence, il y a aussi le fait que vous venez de déménager, que le Mhm, déménagement, ça fait partie des grandes causes de stress, hein. Les mhm, déménagements, oui, comme l'arrivée d'un enfant aussi, le mariage, enfin tout ce sont des changements heureux en principe, mais qui génèrent beaucoup de stress. Et le déménagement, vous savez, on est un peu, on se construit, on a notre petit univers, et en changer, c'est un peu inconfortable, hein. Vous vous dites que vous vous sentez insécurisé, c'est assez inconfortable, insécurisant. oui, Donc il y a tout oui, ça oui, là. Vous êtes oui, privé un peu vous me parlez de vos amis. Bon, vous arrivez dans un endroit où, pour le moment, vous allez vous faire des connaissances, hein, et rencontrer des gens, bien sûr, et avoir vos repères et vos habitudes, mais ça prend un peu de temps. Et cette histoire, oui, elle arrive aussi là, à ce moment-là, où il est vrai, de toute façon, qu'au début d'une histoire amoureuse, il y a du plaisir, il y a du bonheur, mais il y a aussi de l'anxiété. oui. Parce que finalement, quand on sent qu'on devient dépendant de quelqu'un, c'est à la fois un moment, c'est un moment agréable et puis aussi un peu inquiétant. On se sent fragile quand on se sent dépendant de quelqu'un. Mais c'est là que je sens un décalage entre lui et moi, où moi je ressens enfin cette dépendance, et, euh, et lui je le sens beaucoup plus, oui, indépendant. Donc
moins dans le manque. Enfin, du coup, peut-être c'est une mauvaise interprétation, mais du coup, j'ai l'impression qu'il est distant, qu'il Oui, m'aime moins, c'est une que je ne interprétation. l'aime, C'est une interprétation. Hum, hum. C'est pas une mauvaise. C'est une interprétation de votre part. Et Ouais, heureusement qu'il n'est pas comme vous finalement, ouais, parce que lui, d'abord, il peut être. Vous pouvez lui manquer. Mais il pense à vous pas en étant anxieux parce qu'il sait déjà qu'il va vous revoir le week-end et mhm. qu'il est dans cette étape de connaissance. Là où vous, vous êtes insécurisé par ce déménagement et vous voulez aller trop vite et puis commencer à chercher aussi dans ses amis qu'il a, une qui est une ex. Bon, voyez, vous commencez à décortiquer et à voir les problèmes là où il y en a pas peut-être. Oui. Mais quelque part, je l'envie, enfin, vous voyez, de pouvoir vivre notre histoire comme ça. J'aimerais la vivre de la même façon, de façon, oui, c'est ça, plus sereine, Oui, mais je crois qu'il faut à ce voilà. moment-là poursuivre un peu un moment où vous allez voir peut-être. Je pense que il y a quelque chose qui n'est pas réglé, enfin, qui reste un peu d'un vide chez vous, un peu problématique, quoi. Oui. Mais qui est accentué encore une fois, hein, quand même, par Mm, par ce déménagement-là. Alors, appelez, restez en lien, essayez il faut vous occuper là aussi, hein, puisque vous y allez pour votre travail, donc vous êtes déjà occupé la journée. oui. Vous avez plein de choses à faire certainement. Et Mhm. essayez pour le moment, n'allez pas précipiter quelque chose ou enfin que vous regretteriez parce qu'au fond, c'est peut-être le début d'une très belle histoire. Il parle déjà, vous voyez, du séjour à la montagne. Enfin bon, il a envie de faire des choses avec vous, il a envie de vous voir. Ah Quand oui. vous êtes ensemble, ça se passe bien. Donc arrêtez cette petite machine infernale là que vous êtes en train de mettre en place, à commencer à Oui. penser à cette histoire. Vous voyez, essayez dites-vous que il y a quelque chose aussi qui vient de vous pour le moment, qui vient de Oui. vous et Oui. qui n'est pas lié à cet homme puisque c'est un fonctionnement que vous ne connaissez que trop bien, de vouloir Mhm. aller trop vite et d'en Oui. demander trop à l'autre. Il y a une phase au départ d'adaptation et peut-être que finalement le fait d'être un peu à distance, même si c'est un peu angoissant pour vous, c'est ce qui va aussi vous aider Oui, tout à fait, oui. à Et vous construire un peu, vous, votre vie, et à pas vouloir tout de suite fusionner là avec l'autre. Si vous voulez, quand on rencontre quelqu'un, bien sûr qu'on a envie de se voir, mais on a une vie aussi. On a une oui. vie, on a des habitudes de vie, il y a des choses, et on chamboule pas forcément tout comme ça pour l'autre. Or vous, c'est comme si vous vouliez tout de suite d'emblée fusionner, qu'il n'y ait plus que l'autre dans votre vie. Cet autre qui, il y a 3 mois, n'en faisait pas partie, hein, de votre vie. Oui. Oui, D'accord? Et tout à c'est fait. subitement comme Oui. si tout tournait autour de lui. Oui, tout à fait, Bon, oui. alors, c'est aussi finalement, peut-être que ce qui vous est forcé, là, en étant à distance, ça peut vous apprendre aussi à travailler, enfin, sur ce lien. Mhm. Et ne pas vous sentir comme ça, submergé par l'angoisse. Et si vraiment l'angoisse est là, je crois il faut un peu vous faire aider à nouveau. Après tout, c'est qu'il y a quelque Mhm. chose qui n'est pas réglé, hein. Il y a quelque chose qui n'est pas réglé. Mais pour le moment, j'ai envie de vous dire de façon très pragmatique, donc c'est aussi ne pas commencer à analyser, à décortiquer, à réfléchir. C'est le temps qui va vous dire. Oui, oui. Oui, je pense, oui, j'ai cette tendance à analyser le moindre, Trop. les mots qu'il utilise, les SMS, il m'en a envoyé, pas envoyé l'appel, ouais, j'ai tendance à tout passer au radar, en fait. Oui, mais trop, trop. Et en Ouais, fait, ça ne sert ouais. que c'est un radar qui est complètement faussé. C'est vos interprétations. Et Mhm. les Tout à fait, interprétations, oui. elles vont toujours dans le même sens. Il ne tient pas à vous, en tout cas pas autant que vous. C'est pas tant d'ailleurs de tenir à lui. C'est que vous êtes dans une angoisse. C'est pas tant Mhm. lui. Tout à Et fait. c'est pour ça que l'autre aussi, même s'il est animé des meilleures intentions à notre égard,
et qu'il est aimant et qu'il se plaît en notre compagnie. Mais à un moment, quand il y a un besoin qui devient très envahissant de sa présence, une demande si forte, à juste titre, surtout au début d'une relation, l'autre peut se demander si c'est vraiment lui, parce que c'est lui, ou parce qu'il faut quelqu'un pour combler un vide. Vous voyez que c'est pas forcément cette demande face à quelqu'un qui n'est pas comment dire, qui assez équilibré, ça peut être angoissant parce que on peut se dire au fond, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose une présence pour combler un vide, pour combler un manque, mais pas forcément cette personne-là. Oui, tout à fait. C'est pas aussi valorisant qu'on le pense. On peut voir le fait, comme vous dites, quand j'aime, je suis généreux, je donne, oui, vous donnez, mais dans ces cas-là, quand on est autant dans ce rapport-là, c'est qu'on veut en échange aussi, on veut, vous voyez. Mais d'ailleurs, à ce sujet, il est satisfait du fait que je lui fais pas plein de reproches. Vous voyez, je l'accable pas de reproches. Je sais qu'il y a une grande part de moi. Enfin, je vois oui, que c'est ça vient de important. moi et que je suis. C'est moi qui dans mon esprit, voilà, a quelque chose à régler. Alors cette lucidité vous aide et justement à ne pas lui tomber dessus et l'accabler de reproches. Et c'est en ça qu'elle est bénéfique, cette lucidité. C'est qu'elle vous aide à vous rendre compte que c'est votre angoisse qui prend le pas. Et à un moment, du coup, vous interprétez tout à votre façon. Et évidemment, c'est toujours à vos détriments, puisque c'est que, au fond, il tient pas à vous, il est distant, il vous aime pas. Bon, ce qui n'est pas le cas. Enfin, je veux dire, dans son attitude, rien ne montre ça objectivement. Il a envie de vous voir quand vous vous voyez le week-end. Il est bien avec vous, il fait des projets. Donc bon, donc vous, il faut que vous vous occupiez. C'est qu'il me dit que lui, voilà, il est amoureux et il est comblé. Il me dit qu'il est comblé. Et moi, enfin oui, c'est ce décalage où lui il est heureux et moi je suis. Oui, mais Sonia, c'est là qu'il y a par mes angoisses. Bon, vos angoisses qui sont liées à vous, à votre histoire, et c'est pour ça que là, je pense qu'il serait vraiment important de vous repencher dessus. Parce que vous, semble-t-il, vous avez besoin, comme certaines personnes, quand l'autre est loin, elles se sentent envahies par un vide. Comme s'il fallait finalement, quand l'autre était loin, on ne pouvait pas le rappeler, se sentir relié à lui. Lui, il peut penser à vous, cet homme, et ça le rend heureux. Vous, c'est comme si, parce qu'il est loin, comme si vous n'existiez plus à ses yeux. Et là, il y a quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus archaïque, de quelque chose lié à votre histoire, à votre difficulté, au fond, à vous retrouver seul, hein. C'est comme si quand l'être aimé s'éloignait de vous, les personnes aimées s'éloignaient de vous, c'est un peu comme le bébé, si sa mère quitte la pièce, sa mère elle a disparu. Quand on est bébé, c'est comme ça. Quand on est plus grand, en principe, on a intégré que les gens qu'on aime peuvent être un peu éloignés de nous. Ça ne veut pas dire que l'amour s'arrête. Et ça, parfois, du fait de son histoire, c'est pas bien acquis, pas bien intégré. Et donc, ça vaut le coup de se pencher dessus pour moins souffrir quand même. D'accord ? Et pour le moment, faites-vous confiance parce que par rapport à l'histoire avec cet homme, il n'y a aucun signe qui pose question. Hein, loin de là. D'accord. Bon courage, Sonia. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir, Caroline. La nuit est à vous sur Europe 1. Nous sommes ensemble pour 2 heures de dialogue, d'échange, de partage. Et le tout en direct, bien sûr, comme tous les soirs. Le 3921 est le numéro que je vous invite à composer si vous souhaitez me parler. Ou vous pouvez également composer le 3921 et ce jusqu'à 1h du matin si vous souhaitez dialoguer avec un auditeur dont l'histoire vous touche particulièrement. Quelques messages pour Sonia, justement, qui était cette jeune femme avec qui on a parlé pendant cette première demi-heure, qui a rencontré un homme il y a 3 mois, juste avant de déménager. Ils sont maintenant à 2h30 de distance.
Petite Fleur dit, allez, faites-vous un peu confiance et vous verrez, tout ira bien. Bénédicte comprend très bien ce sentiment de vide que peut ressentir Sonia. Et quelqu'un dit aussi, votre histoire me fait vraiment penser à mon ex. Et cette personne ajoute qu'il faut vraiment essayer de lui faire confiance, d'apprendre à le connaître avant de vouloir davantage. Et heureusement, Sonia se rend compte que c'est pas je réagis sur le petit SMS, son ami actuel qui est le problème, mais bien plutôt sa peur à elle et sa peur du vide et de l'abandon. Allez, on va maintenant accueillir Farida. Bonsoir Farida. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes un peu surprise de vous retrouver là, j'ai l'impression. Non, en fait, je sais pas quoi dire ni par quoi commencer. Alors, je vais vous aider un petit peu. Vous envisagiez de demander le divorce dans quelques mois parce que votre mari est actuellement au chômage et vous vouliez lui laisser le temps de se retourner, de trouver du travail. Et puis, il se trouve que vous avez envoyé un SMS à une amie pour lui parler. Et c'est pas votre ami qui l'a reçu, c'est votre mari. Voilà, tout à fait. Un acte manqué, un gros acte manqué que j'ai fait. On peut le dire, oui. Ouais, Qu'est-ce que vous disiez sur ce SMS alors à votre amie? En fait, elle m'avait envoyé un SMS hier, et donc je répondais à son SMS, on parlait un peu des enfants et tout ça. Oui, oui. Je parlais de ma fille qui est en phase de complexe d'Oedipe et après je disais mon mari il était parti en vacances, on va dire dans notre pays d'origine, pendant un mois et donc je lui dis il est rentré, j'attends qu'il trouve un travail même si c'est un CDD et je demande le divorce. À savoir que c'est une amie que je connais de longue date, mais à qui je n'ai jamais évoqué mes problèmes conjugaux. Et qui a assisté à mon mariage. Donc, je n'ai pas choisi, on va dire, je pense que ça y est pour quelque chose, je ne sais pas, dans cet acte manqué. Et donc, on va dire 15 minutes après, il me répond par SMS me disant que je me suis trompée et voilà quoi. Donc, qu'il voit bien que je pense toujours à ça parce qu'en fait, avant qu'il parte, donc c'est le Maroc, avant qu'il parte au Maroc il y a un mois et demi, je lui en ai parlé. De votre souhait, de votre projet de vous séparer. Tout à fait. Tout à fait. Alors ce jour-là, c'était pas présenté comme un projet, c'était vraiment je veux le divorce maintenant. Qui m'a dit c'est très difficile pour moi que j'entends ça maintenant alors que je pars dans quelques jours et tout. Donc en gros finalement c'était comme si je l'avais mise en garde. Et mais après il est parti pendant un mois. Moi j'étais bien apaisée. J'ai passé un mois avec ma fille sans problème, sans cri, c'était bien. Oui, finalement, ça vous faisait du bien qu'il soit loin, de retrouver un peu de calme. Et... Tout à fait. Parce que vous vous disputiez beaucoup les derniers temps. Énormément. Énormément, mais c'est quelqu'un de très très nerveux. Oui. Donc il crie pour rien. D'ailleurs, le lendemain de son retour, il y a eu une scène sur vraiment question d'ordinateur, de je ne sais quoi. Il a commencé à crier. Et donc, moi, j'ai pas envie j'ai 35 ans, j'ai pas envie de continuer comme ça. Il est au chômage depuis combien de temps, votre mari? Depuis mai. Et c'est depuis qu'il est devenu plus irritable ou déjà c'est sa personnalité? Bien avant, d'accord. Oui, c'est pas le fait, parce que c'est dur à vivre, le chômage, l'inactivité. Donc, mais il avait déjà une personnalité comme ça, assez nerveuse avant. Tout à fait. Oui, même avant qu'on se marie, ça fait plus de 5 ans qu'on est mariés, même avant qu'on se marie, il était comme ça. J'ai failli annuler mon mariage la veille. Ah bon? Donc, oui. Oui. Dites-moi alors. Donc voilà, et en fait, on va dire en 5 ans de mariage, j'ai parlé de divorce que 2 fois. Ça fait quand même beaucoup, 2 fois. Et c'était tout au début de notre mariage, et là maintenant. Alors que lui, il a tendance à en parler tous les mois, tous les 2 mois. Et quand on a parlé bien, pour moi, sérieusement, il y a un mois et demi, il m'a dit non, mais je le dis seulement comme ça, j'ai jamais pensé.
qu'on divorce vraiment sérieusement, j'ai dit, moi, à chaque fois que tu me disais, la solution alors qu'on se sépare, c'est tout de suite, je commence à réfléchir, à planifier, à se dire, maintenant, c'est comme ça, on fait comment ça va se passer. Vous l'envisagez, c'est presque un soulagement pour vous, de vous dire que... Oui. Oui, alors que votre mari, lui, le disait plus comme ça, presque pour vous faire réagir, mais vous disiez qu'au fond, c'était... Oui. Il n'envisageait pas, c'était des paroles pour lui sans conséquence, selon lui. Tout à fait. Alors, mais c'est pas rien quand même quand on en arrive à se jeter ça à la figure et que ça revient régulièrement. Oui. Parce qu'en fait, il voulait un deuxième enfant, et c'est comme ça qu'on a aussi parlé. J'ai dit, moi, je me sens pas en sécurité avec toi pour avoir un deuxième enfant, puisque à chaque fois, tu me balances ça, et pour moi, c'est pas possible. Je peux pas avoir un deuxième enfant dans ces conditions-là. Donc, ce jour-là, il était encore plus choqué qu'aujourd'hui. Il s'y attendait vraiment pas du tout. Il pensait pas du tout que je pensais au divorce, alors que. Mais il est rentré là où... Non, il est encore au Maroc là. Non, il est rentré. Il est rentré vendredi dernier. Bon, mais donc le SMS, il avait reçu, il était au Maroc. Non. D'accord. Non, il l'a reçu aujourd'hui. Ah, c'est aujourd'hui qu'il a reçu, d'accord. C'est là où je me perdais. Bon. Oui, si, il l'a Et alors là, il est chez vous ou il... Alors là, en fait, il remplace un de ses collègues dans un restaurant. Et donc, normalement, il rentre à 2h du matin. Donc, juste cette semaine, je pense. Et en fait, donc d'après ce qu'il m'a dit, c'est qu'il ne va pas rentrer, en fait. Et dans une semaine, il vient chercher ses affaires et il part. Et alors, qu'est-ce que vous ressentez, vous ? J'ai envie d'être du soulagement, je pense, en même temps, quoi. Oui, si vous le pensez, oui, vous avez le droit. Après, vous finalement, au fond, comme vous dites, c'est peut-être un acte manqué, il fallait qu'il y ait quelque chose qui se passe, là. Oui. Depuis le temps que ça n'allait plus, ça vous soulage, finalement, qu'il y ait quelque chose une décision, au fond. Et que ça se passe, au fond, il semble l'accepter, c'est-à-dire même le fait qu'il ne rentre pas, il n'a pas cherché à discuter, il n'a pas crié, là. Non. Il n'a pas été si surpris que ça, au fond, semble-t-il, puisque vous en aviez déjà parlé avant qu'il parte dans sa famille. Et puis, depuis quelque temps, ça n'allait plus entre vous, donc il n'a pas été... Et c'est vrai qu'avant qu'il parte aussi, donc il m'a dit, parce qu'en fait, il y a un an, il était parti et il est parti avec notre fille. Donc cette fois, il m'a dit, moi je pars cette fois, c'est sans notre fille, comme ça je vais voir si tu vas t'en sortir toute seule avec elle, toi qui demandes le divorce. Et en fait, quand il est parti, pendant ce mois-là, je me suis occupée d'elle comme d'habitude. Et donc, quand il était au Maroc, il m'a dit, mais c'est bien, tu t'en sors. J'ai dit, mais en fait, c'est pas que je m'en sors, c'est tout ce que je fais avec elle, c'est ce que je fais tout le temps. C'est vous qui vous occupez d'elle au quotidien, quoi, finalement. Tout à fait. Mais même lui, là, il est au chômage, il est plus à la maison, donc. Non, il sort beaucoup, il voit ses copains, parfois il fait des remplacements. Oui, comme là, ça, c'est ce que vous dites. Il sort énormément. Et donc, c'est ce que je lui ai dit. En fait, ça fait un an qu'il est moins investi dans la famille, parce qu'avant, il m'aidait énormément. Et je pense que ça fait un an. Les week-ends, je sors toute seule, on fait plein d'activités ensemble. Dans la semaine, c'est moi. Lui, il l'amenait à l'école 2 fois par semaine, parce que par rapport à mon emploi du temps. Et après, c'est moi qui l'a cherché. Enfin, c'est tout. C'est moi qui faisais tout, mais même si je le savais, je m'en rendais pas autant compte. Et donc, le fait qu'il est parti, qu'il a passé un mois là-bas, et moi, je me suis bien occupée d'elle. Vous n'étiez pas mal, en fait. Vous n'étiez pas perdu, vous n'étiez pas déstabilisé. Au contraire, vous êtes senti plutôt plus apaisé, plus tranquille. Vous n'avez pas été perdu sans lui, quoi. Donc, c'est un peu un test pour vous, malheureusement, qui ne va pas dans son sens à lui. Il espérait peut-être que cette séparation, et c'est vrai que parfois, on peut se rendre compte que l'autre nous manque, vouloir faire machine arrière, où il espérait peut-être ça, mais il se trouve que vous l'avez bien vécu finalement, cette absence. C'est ce qu'il m'a dit d'ailleurs au téléphone. Il m'a dit, oui, t'as vu que quand mais il parlait vraiment, il criait pas et tout ça. Il m'a dit, t'as bien vu que quand je suis partie au Maroc, je t'ai pas manqué.
Parce qu'il m'a posé la question, j'ai dit, on va dire par courtoisie, oui, mais en même temps, j'ai dit pas trop. Oui, vous avez raison. Tu étais très peu présent, en fait. J'ai dit, parfois, je regarde la télé comme ça, il est 11h du soir, je me dis, mais s'il était là, est-ce qu'il serait là avec moi? La réponse, c'est que non, tu serais pas là. Donc, oui, mais sans crier, finalement, il était peut-être... Non, c'était vraiment... Ouais. Il vous sent, vous, assez déterminé, au fond. Je pense, oui. Mais vous avez bien fait d'être diplomate, au fond, on voit bien, il est inutile de le blesser davantage. Vous avez bien fait de dire que, malheureusement, il y avait déjà une distance qui s'était installée entre vous depuis longtemps et que vous n'arrivez pas à surmonter. Oui. Il s'agissait, vous n'en êtes plus finalement à vous accabler de reproches et bon. Et la petite fille, alors elle a quel âge? Elle a 3-4 ans là, vous me dites? Elle a 4 ans. Elle a 4 ans. Dans 20 jours. D'accord. Elle aura 4 ans, oui, tout à fait. Donc elle pose pas de questions pour le moment par rapport à son papa, là, le fait qu'il est... Ça vient de se passer, ça. Oui, non, mais attendez, elle n'a pas à être au courant de tout ça, là, ces histoires, elle est trop petite. Mais je veux dire, le fait que son père ne soit pas là, n'était pas là depuis un mois, elle non plus, elle n'a pas réagi. Au début, oui, mais après, oui, elle me disait, mon père, papa me manque et tout, mais après elle, ça a c'était été aussi, d'accord. ça n'a. Bon. Ah oui, ça s'est bien passé. De ce côté-là, enfin, elle sait. Alors, par contre, c'est pour ça que je parlais du complexe d'Oedipe. Elle s'est créée des frères et sœurs. Elle a un grand frère, une grande sœur et une petite sœur. Mais elle investit plus la petite sœur de par son âge. Elle a 3 ans et demi. Elle s'appelle Cyrine. Et parfois, elle est dans son ventre. Voilà. Donc, J'ai pas compris, là. De quoi parle-t-elle, là? Elle dit qu'elle a... Alors, moi, j'ai que elle, en fait. Oui. Mais elle dit qu'elle a un frère et une sœur qui sont plus grands qu'elle. Et qu'elle a une petite sœur. Cette sœur, parfois, elle est dans son ventre aussi. Oui, mais ça, elle a entendu, hein. Elle a entendu dire des choses sur des projets, peut-être d'enfants et autres. Oui, j'imagine aussi à l'école où il parle des frères. C'est l'âge où il s'intéresse beaucoup à comment on fait les bébés, c'est la différence des sexes, comment on fait les bébés. Donc c'est important de pouvoir lui répondre et de lui dire que oui, un jour, elle aura certainement un bébé dans son ventre, mais que les bébés, ils viennent pas comme ça dans le ventre des mamans. C'est un peu aussi l'occasion de lui expliquer le rôle du père dans cette histoire, parce qu'elle elle pense, comme pensent les petits garçons à cet âge-là, que enfin les mères sont toutes puissantes, qu'elles peuvent faire des bébés toutes seules. D'accord. Et en fait, quand elle me parle de ses sœurs, je dis qu'elle n'a pas. Moi, je rentre, on va dire, un petit peu dans son jeu. Je dis pas qu'elle n'a pas de sœurs ou qu'elle n'a pas de sœurs et frères. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Je l'écoute. Elle parle beaucoup de sa petite sœur qui fait des bêtises ou qui parle en arabe. Il y a 3 langues à la maison, mais elle comprend les 2 autres langues. Oui. Mais elle ne les parle pas. Et donc, mais par contre, sa petite sœur, elle parle l'une des 2, voilà. Donc c'est des choses comme ça. Mais c'est un peu une projection d'elle aussi par moment, cette petite sœur. C'est ce qu'elle peut pas dire elle le fait dire à sa petite sœur. Ça encore, l'enfant est entre l'imaginaire, la réalité. À cet âge-là, c'est difficile de faire la part des choses. Non, je vous disais juste par rapport au fait de la petite sœur dans le ventre. Elle est, comme vous dites, en plein. Donc à ce moment-là, oui, elle est comme toute petite fille. Elle aimerait bien avoir un bébé avec son papa. Déjà que c'est pas possible. Et puis qu'un jour, elle aura, mais ça peut être à travers même un petit livre. Il y a des petits livres maintenant pour enfants qui sont très très bien faits, qui expliquent très bien la différence des sexes, comment on fait les bébés, et le rôle du père. Parce que c'est important, je dis, sinon, y compris d'ailleurs pour les petits garçons s'imaginent que les mamans sont toutes puissantes, ont des bébés dans leur ventre, comme ça qu'elles fabriquent des bébés dans leur ventre. Et c'est important de rappeler que le rôle du père. D'accord, je vais essayer de trouver ça. Mais pour la séparation, j'ai vu qu'il y a Catherine Dolto qui a un livre sur les parents qui se séparent. Oui, elle fait de très très bons livres, oui. Oui, elle a des très beaux livres. Donc, et en fait, maintenant, à quel moment je lui annonce, on annonce comment? Alors, mon mari m'a bien dit qu'il ne veut pas, malheureusement. Pour moi, idéalement, c'était qu'on allait lui annoncer tous les 2. Mais lui, il ne veut pas. Pourquoi? Il veut que je m'en charge. Oui.
Bon, écoutez, parce que lui n'accepte pas au fond. C'est ce que dit d'ailleurs quelqu'un qui envoie un petit message à l'instant en disant attention peut-être au contre-coup. Cette personne a raison. C'est-à-dire que là, il semble encaisser le coup. Oui. Vous avez pu en parler calmement. Il peut y avoir, ça risque de pas être aussi simple. Il peut y avoir des revirements. Il peut, vous voyez, c'est-à-dire que lui au fond. Espérez quand même un mieux, un changement. Vous parlez d'autres enfants, espérez que son séjour à l'étranger vous aurait permis de prendre conscience de quelque chose. Donc là, il est peut-être terrassé, il accuse le coup, il dit bon voilà, mais il peut y avoir des mouvements, un moment un peu des réactions de colère, où ça risque de pas toujours être aussi calme entre vous. Oui. C'est un peu inévitable, vous savez, les séparations qui se passent comme ça, où c'est le grand calme plat et très bien, c'est quand même assez rare. Et puis finalement, de toute façon, ça se paie à un moment ou à un autre. Donc il faut bien qu'il y ait un moment de la tristesse, du chagrin qui sorte aussi. Bon. Vous voyez, donc pour le moment, votre petite fille, je dirais, il faut d'abord que vous laissez un peu. Il n'y a pas d'urgence là, il n'y a pas d'urgence. Laissez un peu le temps que ça s'organise et que déjà vous allez voir comment ça va se passer. Le fait que vous ne viviez plus sous le même toit. À partir du moment où il y aura quelque chose de concret et où effectivement vous ne vivrez plus sous le même toit que son père, là, il sera important d'en parler avec elle. Et pourquoi ? Oui, mais avant, ne la mettez pas dans vos affres. Non, il faut déjà que la situation, elle se clarifie entre vous. Hein. Quand exactement ça va se faire ? Parce que là, d'après ce que j'ai compris, c'est soit il revient pas du tout ce soir, il vient dans une semaine pour chercher des affaires, soit il vient ce soir, mais c'est dans une semaine qu'il part. Enfin, voilà. Oui, enfin bon. Donc, écoutez. Oui, donc j'attends. Ah oui, non. Là, c'est vraiment, ça vous concerne, vous et lui. Demain, s'il n'est pas là ce soir et demain, ma fille, elle me dit, il est où il peut être. Vous me dites qu'il sort beaucoup, donc il peut être sorti où il dormait chez un ami, il a travaillé tard. Voyez. D'accord. Bon, mais je trouve que il s'agit. Tant que la situation, il faut que votre petite fille, vous puissiez lui expliquer les choses et que ça soit clair. C'est-à-dire que s'il doit revenir chercher ses affaires, que vous disputez, enfin, il faut pas la mettre au milieu de tout ça. Elle, hein, il faut déjà que ça soit clair dans votre tête. Pour le moment, ça ne l'est pas. Vous savez pas trop vous-même encore. Il vous dit que il vient ce soir, il part dans une semaine. Attendez de voir comment ça va réellement s'organiser. D'accord, ok. Bon, vous voyez, c'est pas une semaine près pour que votre fille apprenne. Hein. Donc, okay. D'accord. Bon. Ouais. Bon, moi je ne voulais pas que ça se passe comme ça, mais ça s'est passé comme ça. Écoutez, vous vouliez qu'il y ait quelque chose qui bouge et semble-t-il, ça bouge, hein, c'est comme ça. Et bon, finalement. Bon, donc. Ce qu'il m'a, c'était aussi des reproches. Ce qu'il m'a dit, maintenant tu as tout. En fait, ça a contribué beaucoup à la demande. C'est qu'en fait, avant, au début de notre mariage, je ne travaillais pas. Enfin, déjà, j'étais étudiante. Après, j'ai eu mon diplôme. Je ne travaillais pas. Donc, je suis restée 2 ans à chercher du travail. Je trouvais pas. Et donc j'ai enchaîné des CDD jusqu'à récemment, donc ça date de juin. J'ai signé 2 CDI et en plus mon temps de travail va augmenter la semaine prochaine et encore plus à partir de janvier. Donc en gros j'ai maintenant une stabilité professionnelle et financière. Oui, c'est ce qui fait que vous vous sentez plus sûr de vous et plus sécurisé, même par rapport à cette séparation. Il faut vous dire, je rejoins complètement cette personne qui envoie ce petit message en disant que il peut quand même y avoir un contre-coup, c'est-à-dire que votre mari, là, encaisse apparemment bien, mais ça veut pas dire que ça va être un long fleuve tranquille, votre séparation, et qu'il va arriver, vous dire, mais oui, bien sûr, tu as pris la bonne décision, je m'en vais, voyez. Ça risque de peut-être pas être aussi simple que ça non plus.
Ah oui, il m'a bien Tant mieux reproché si ça dans se passe tous les comme cas ça, que- mais bon, Ouais. attendez-vous aussi à ce qu'il puisse, il peut y avoir des revirements. C'est pas parce que là il était calme qu'il peut, bon, il peut y avoir, c'est jamais simple, hein, voilà. Donc simplement veiller par rapport à la petite, qu'elle soit pas elle témoin d'éclats de voix, de scènes difficiles. Vous pouvez lui dire à ce moment-là, dire bon, on en parlera, mais pas devant elle, ou voyez. Mais c'est pour ça que aussi c'est ce qui a motivé aussi que j'ai demandé le divorce, c'est que il crie beaucoup et devant elle et moi à chaque fois donc je laisse tomber ce qu'on disait. Oui, oui, mais parce vous qu'elle avez est là. raison. Devant la Oui, petite fille, il s'agit pas. d'ailleurs, Bon. c'est ça qui a fait. Enfin, il y a beaucoup de choses. Donc moi, j'étais aussi au Maroc en été, et en fait, un jour, ma mère elle rentre, elle me dit, tu sais, ta fille, elle m'a dit que papa crie beaucoup et maman fait des bêtises. Mais oui, mais elle a sa Alors, vision d'enfant. tout à Bon, fait. ben Et pourquoi? là, Parce qu'effectivement, pourquoi on crie après les enfants quand oui. ils font des bêtises? Donc, si Tout à papa fait. crie, c'est parce que vous faites des bêtises. Elle l'explique comme elle peut, avec ses raisonnements d'enfant de 4 ans. Donc, c'est Tout pour à ça, le plus possible, essayer d'essayer de la préserver, et en tout cas, qu'il n'y ait pas trop d'éclat de voix devant elle. Oui. Maintenant, Ouais. encore une fois, vous, bon, on vous sent assez sereine, même, je dirais, par rapport à cette décision, et soulagée. Au fond, ce sont vos mots. Il se peut que votre mari, lui, derrière ce calme apparent, puisse, l'être moins à certains moments. C'est pas impossible non plus, parce que lui, vous avez anticipé, pris la décision, lui l'a subi. Il y en a toujours un dans un couple qui anticipe plus les choses que l'autre, hein, dans ces histoires-là. Bon, et celui qui... Je dis pas que c'est celui qui subit, lui. C'est forcément il y a de la douleur. Hein. Bon, voilà. Donc essayez maintenant de la préserver au plus possible, mais vous n'en êtes pas à quelques jours près pour lui annoncer. Franchement, d'accord. Attendez vraiment d'avoir réglé ça avec son père, que ça soit vraiment clair. Bon courage, Merci. Farida. Merci, au revoir. Caroline, Au revoir. Agnès Jaoui, j'ai voulu être une autre. Bravo à Isabelle de Bordeaux qui l'avait reconnue. Elle dit, elle chante maintenant, elle a décidément tous les talents. Bravo en tout cas, parce que vous avez une oreille pour la reconnaître. 3921. 50 centimes la minute plus coût de l'appel. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 3921. 50 centimes la minute plus coût de l'appel. Et je vous rappelle, le 3921 est ouvert, la ligne est ouverte dès 21h30, une heure avant le début de la libre antenne, 22h30, 1h. Vous pouvez joindre Sonia et Paul pour leur exposer votre situation, pour demander des renseignements, pour demander à être mis en contact les uns avec les autres, comme vous le faites souvent en fin d'émission. Allez, on va maintenant accueillir Stéphanie. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Stéphanie. Je suis très émue de passer à l'antenne parce que c'est un sujet un petit peu délicat. Je vous entends pas bien, c'est dommage. La ligne n'est pas bonne du tout. Mais non, vous n'y êtes pour rien, c'est votre téléphone certainement. Mais ça va mieux? Oui. Je vois Fifi qui est en train de faire des réglages et ça explique peut-être cela. C'est très sourd. Est-ce que là ça va mieux? Oui, ça va mieux. Allez, on va vous écouter alors. Voilà, mais je voulais vous parler ce soir d'un sujet assez délicat et qui me touche vraiment. Je voulais vous parler de mes grands-parents. Alors, j'ai eu du côté de mon papa des grands-parents. J'ai toujours mon grand-père, qui a été formidables, qui ont toujours pris soin de moi. J'ai été à chaque vacances. Enfin, ça a été une enfance extraordinaire. Et j'ai perdu ma grand-mère il y a à peu près 8 mois. Votre grand-mère paternelle alors? Paternelle, oui. D'accord. Et en fait, on m'a appelé. Bon, ils ont tous les quatre dans les 90 ans, 91 ans. Oui. Vous avez de la chance d'avoir vos grands-parents. C'est formidable, ça. Oui. Oui, j'ai vraiment. Oui, c'est une chance d'avoir pu les garder comme ça, qui les accompagnent, qui vous accompagnent dans l'âge adulte. Complètement. Et donc ma grand-mère, donc du côté de mon père, excusez-moi, elle est décédée il y a à peu près 8 mois. Oui, j'ai noté. Donc on m'a appelée parce que bon, elle était tombée et bon, elle a eu un œdème.
Et vu son âge, on est vite allé à l'hôpital. Et quand je suis rentrée dans la chambre, en fait, j'étais avec ma sœur. On a eu énormément de mal à la reconnaître. Parce qu'elle avait fait une chute. Oui. Non, mais même ils leur enlèvent leur dentier, tout ça. Et c'est vrai que l'image est assez dure, en fait, de voir sa grand-mère comme ça. Et donc, je lui ai parlé énormément, parce qu'en plus, je lui avais acheté de la laine pour qu'elle me fasse une écharpe. Et donc, je lui ai parlé, ça a été douloureux. Mon grand-père est venu, il pleurait, il a serré fort dans ses bras. Ça a été une épreuve terrible. Bon, ma grand-mère est décédée depuis. Et maintenant, c'est de l'autre côté. Mes grands-parents vivent encore chez eux. Donc vos grands-parents maternels cette fois-ci. Voilà, maternels. Ils ont la chance, ils vivent tous les deux dans leur maison. Non, pas du tout. Alors voilà, ils vivaient tous les deux dans leur maison, mais ma grand-mère a d'Alzheimer. Donc pour papy, oui, ça a été très très dur de vivre comme ça, parce que c'était dur au quotidien, voilà. Ils avaient énormément d'aide pourtant chez eux. Et donc mon grand-père, quand j'allais le voir, tout allait bien. La famille a décidé de mettre ma grand-mère au départ à un hôpital. Et après en maison de retraite. Et mon grand-père, si vous voulez, dès qu'il est parti de chez lui, il a perdu complètement la tête. Et ça a été une rupture, si vous voulez. Évidemment, à ces âges-là, c'est toujours terrible de séparer. Évidemment. Donc il est où, votre grand-père? Il est en maison de retraite aussi également. Mon grand-père et ma grand-mère sont dans la même maison de retraite. Le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas trop se voir, parce que ma grand-mère ayant l'Alzheimer et mon grand-père, comment expliquer, je ne sais pas si on peut employer ce terme, mais il est sénile, il a perdu toute... il a un peu perdu la tête, pour dire un peu les choses familièrement. Oui, voilà. Bon. Voilà, il a perdu la tête. Et en fait, mon problème, c'est que j'ai eu énormément énormément de mal déjà à voir mes autres grands-parents. Et là, est-ce que ça va paraître égoïste, ou j'espère pas, mais je veux me préserver et j'ai du mal à aller les voir, quoi. Et vous ne les avez pas vus depuis combien de temps? Depuis qu'ils sont dans cette maison de retraite? Oui, je les ai vus juste avant qu'ils y aillent, parce qu'ils n'y sont pas depuis longtemps. Et là, j'entends des nouvelles de ma mère qui me dit que mon grand-père, on le nourrit à la cuillère, enfin, très très dur. Et j'ai pas envie, en fait, si vous voulez. Vous voulez garder l'image que vous aviez d'eux. Oui, mais est-ce que quand votre mère, par exemple, donc qui va voir ses parents, ils ont des moments de conscience, de lucidité? Est-ce qu'ils peuvent reconnaître les personnes? Non, c'est vraiment difficile. Après, c'est quoi votre question, juste? C'est vous avez peur d'aller les voir, mais qui vous le demande? Votre mère, là? Oui. Et ma mère m'a appelé cette semaine en me disant avec ta sœur, parce que nous on habite à Toulouse, et c'est à 1h30 de route, ça c'est pas la question, c'est que pour s'organiser, si vous voulez, elle voulait qu'on parte avec ma sœur qui est pas loin de Toulouse aussi. Et je lui ai dit sincèrement, maman, je me sens pas capable. Mais là, pour une fois, je préfère me protéger, si vous voulez. Qu'est-ce qu'elle vous a dit, votre mère? Elle a eu un blanc. Elle aimerait peut-être vous avoir auprès d'elle, quand même, aussi. Oui, mais alors... Mais c'est pas si terrible que ça, pour vous. C'est pas si...
c'est pas la même chose. Vous dites là, vous avez vu votre grand-mère, paternelle. Évidemment, là, elle était arrivée à la fin de sa vie. Et vous l'avez vue à l'hôpital dans les derniers moments. Bon, vos grands-parents, c'est autre chose. Alors évidemment, vous allez voir. Vous avez gardé d'eux l'image encore dans leur maison, vaillant. Mais en même temps, c'est peut-être important aussi. Ça peut durer un moment et... Oui, je suis d'accord, mais ce qu'il faut que je vous explique, c'est que j'ai des rapports avec ma mère qui sont assez... qui sont pas faciles. Ma mère, si vous voulez, ne s'occupe pas elle s'est jamais occupée de moi et ma sœur. Et elle n'est pas du tout grand-mère, si vous voulez, à mes enfants. Et ces grands-parents-là n'ont pas du tout été aussi, si vous voulez, grands-parents. Je ne suis jamais allée chez eux, dormir. Ils ne m'ont jamais accueilli chez eux. Donc c'est vrai que j'ai... c'est affreux de dire ça, hein, mais j'ai moins d'accroche avec Non, mais je comprends mieux. J'avais cru, d'accord, je comprends mieux parce que j'avais cru que c'était ces grands-parents dont vous me parliez et chez qui vous aviez passé ces vacances et vous aviez tant de souvenirs heureux. Alors je me disais quand même que au regard de tous ces moments, je trouve que c'est important d'être là aussi pour eux quand ils sont. D'accord, je comprends mieux. Ce sont vos grands. Donc vous avez une relation difficile. C'est un peu confus. Voilà. Vous avez une relation difficile avec votre mère et ces grands-parents-là maternels. Ceci explique d'ailleurs peut-être cela certainement. Ces grands-parents maternels, au fond, non, vous n'en étiez pas proche, pas très proche. C'est-à-dire que ça peut arriver, c'est un constat. Oui, c'est un constat, c'est pas c'est comme ça. Bon. Et donc maintenant, je me sens un petit peu coupable peut-être de pas y aller, mais en même temps vous n'avez pas vraiment de lien avec eux. Voilà. Vous n'avez pas vraiment de lien et c'est pas vous ne vous seriez pas posé la question, vous ne vous êtes pas posé la question d'ailleurs pour votre grand-mère paternelle parce que pour vous c'était une évidence, vous ne cherchiez pas à vous protéger là. C'est vous protégez plus de ce lien aussi avec votre mère, et puis peut-être aussi d'une absence de relation, d'une culpabilité. Enfin, ça rend les choses difficiles. On sent bien que finalement aujourd'hui c'est plutôt la culpabilité qui vous envahit au fond. Alors que c'est pas, vous n'aviez pas construit de lien vraiment avec eux. Voilà, c'est exactement ça. Oui, donc finalement les voir aujourd'hui dans un moment où en plus ils n'ont plus toutes leurs raisons. Ça n'a pas vraiment de sens pour vous et ça pourrait, ça vous renvoie à tout ce qui n'a pas eu lieu au fond entre eux, qui ne s'est pas passé. Voilà. C'est pas maintenant que vous allez créer des liens, je comprends bien. Parce que si vous voulez, par exemple, ma sœur, qui est un petit peu plus, je peux pas plus dire jeune, plus âgée que vous. Ah non, plus âgée que moi, c'est aîné. Elle me dit, Steph. Moi, je ne ferai jamais de différence avec nos grands-parents, même si elle a vécu pareil que moi. Alors que moi, cette différence, finalement, je la fais. Oui, mais ça, chacun, vous n'avez peut-être pas la même histoire, l'une et l'autre, avec votre mère. Vous n'avez peut-être pas forcément la même relation. Et du coup, pas la même histoire aussi avec ses grands-parents. Et pour elle... elle ne se pose pas la question. Et après tout, tant mieux pour votre mère. Ça peut l'aider aussi d'avoir que votre sœur soit auprès d'elle. Vous voyez, ça peut l'aider. Mais vous, après tout, qu'est-ce que vous craignez au fond d'ailleurs ? Parce que c'est même pas vouloir garder une bonne image de vos grands-parents, puisque vous me dites que ces grands-parents n'étaient pas investis, ils ne s'étaient pas intéressés à vous, donc vous, il n'y avait pas de lien. Et finalement, qu'est-ce que vous craignez ? Quand vous dites, vous cherchez à vous préserver de quoi, au fond ? Et je n'ai pas envie de les voir... de les voir dans
dans cet état. Vous ne sauriez pas quoi leur dire, au fond, finalement. Vous ne sauriez pas quoi, parce que je n'ai pas grand-chose à leur dire. C'est ça, oui, c'est ça. Mais c'est ce qui est compliqué, en fait. Je comprends, du coup, votre malaise, parce que c'est évidemment très douloureux pour les gens que l'on a aimés de les voir diminuer, mais il y a toute cette relation, tout ce lien qui s'est construit, qui fait qu'on peut, même si on ne peut plus parler, en tout cas leur prendre la main. Enfin, on a des gestes de tendresse. Et là, c'est plus compliqué puisque vous dites vous n'avez jamais eu grand-chose à leur dire, pour la bonne raison qu'ils ne se sont pas non plus intéressés à vous en tant que petite fille. Et donc, c'est pas maintenant que ce lien, alors qu'ils sont dans leurs vieux jours, et vous, que vous avez une quarantaine d'années, que ce lien va se construire. Donc, c'est même pas se préserver, c'est vous ne voyez pas, au fond, quelle place vous pourriez avoir. C'est comme ça. Et j'entends bien, c'est culpabilisant parce que dans ces cas-là, on vous ramène, mais quand même, c'est la famille. Mais c'est la famille, oui, mais il n'y a pas eu de lien construit. C'est comme ça, vous n'y pouvez rien. Vous n'en êtes pas responsable. Vous n'en êtes pas responsable. Après, bon, ça explique aussi peut-être d'ailleurs les difficultés que vous avez dans la relation avec votre mère. Si vous me dites que déjà elle-même a dû être en difficulté avec ses parents. C'est peut-être pour ça aussi qu'elle s'est tournée vers vous. Mais en fait, c'est l'aînée, ma mère, de 8 enfants quand même. Hein. Ouais. Et donc, c'est beaucoup... comment dire ça, c'était la première, donc elle a travaillé, elle les a aidés. Mais ça a toujours été dans le matériel, ma mère est très comme ça. C'est-à-dire, elle est dans le matériel, elle n'est pas là... elle n'a pas dû avoir une enfance facile. Elle n'a pas dû avoir. Mais elle n'a pas dû avoir beaucoup de bras qui l'entouraient, votre mère. Et en tant qu'aînée de 8 enfants, elle a dû complètement seconder ses parents. Et s'occuper des frères et sœurs et ne pas avoir une place d'enfant, comme souvent dans les grandes fratries. Enfin, dans ce contexte-là, quand c'est pas voulu. Hein. Et ça peut expliquer peut-être, en revanche, vous, du coup, on ne sait pas aussi. Ça peut, à un moment, ce que vous ne faites pas pour vos grands-parents, peut-être vous amener à porter un regard, un peu plus, compréhensif peut-être sur votre mère, qui... Si elle n'a pas pu être mère vis-à-vis de vous, c'est que elle sait pas bien ce que c'est au fond. Bon, enfin ça c'est un autre débat, mais peut-être pour vous aussi vous apaiser, faire un peu la paix, parce que dans ce que vous décrivez, vous voyez, il y a des choses qui se transmettent quand même. Hein. Sinon, par rapport à vos grands-parents, écoutez, vous faites ce qui vous semble bon pour vous. Oui, mais je vois bien, mais la culpabilité, c'est ce qui n'a pas eu lieu. Vous n'êtes pas responsable. C'est pas vous qui avez instauré cette relation, cette non-relation. Oui, bien sûr. Bon, donc pour vous, ça n'a pas de sens. Simplement, vous pouvez peut-être dire à votre, je ne sais pas. Après, on sent que la relation à votre mère aussi reste très compliquée, et peut-être que ça vaudrait la peine d'en parler quand même un peu pour pour pas être envahi et submergé par la culpabilité comme vous l'êtes. Oui. Essayez au moins pour vous, voyez, pour vous et peut-être pour les générations à venir d'ailleurs, qu'au fond, vous avez des enfants, vous ? Oui, j'ai 2 enfants. Filles ou garçons ? J'ai 2 enfants, les 2. J'ai un petit garçon, un grand maintenant garçon et une fille. Bon, et ça, c'est pareil, ça se renouvelle, c'est-à-dire que ma mère n'est pas évidemment. du tout présente. Oui, mais c'est pour ça, Stéphanie, vous voyez, à un moment, je pense que parler un peu de son histoire, de ses liens, ça permet un peu de s'apaiser, d'éviter que les relations, qu'il y ait quelque chose qui se dénoue un peu et qui reste moins conflictuel et du coup douloureux. Parce que vous voyez, au fond, quand on arrive à ces moments où les personnes arrivent en fin de vie, que ça ressaute à la figure les relations difficiles ou les non-relations, et que c'est bien de travailler ça du vivant des personnes, et notamment du vivant de ses parents, pour essayer d'être un peu plus apaisé, parce que sinon c'est pas la mort qui atténue les choses, hein, bien au contraire. Donc peut-être ça peut vous amener à vous travailler un peu ce lien, que ça vous fasse un peu moins souffrir pour être plus apaisé. En fait, c'est juste pour vous dire... Pour conclure alors. Oui, excusez-moi. C'est juste pour vous dire, si je n'y vais pas, c'est aussi pour
pour me préserver. Hein. Non, mais j'ai compris, Stéphanie. J'ai Voilà. compris ça, mais moi, ce que j'entends surtout, c'est la culpabilité qu'il y a derrière. Et je vous conseille, vous en ferez ce que vous voudrez, mais d'aller un peu parler de cette histoire pour vous, pour vos enfants, pour qu'il y ait quelque chose, peut-être qu'il se dénoue, et qui sait, y compris qui s'apaise que vous avec votre mère, et peut-être d'ailleurs votre mère qui est aujourd'hui grand-mère et qui, vous savez, parfois on peut être meilleur grand-parent qu'on a été parent, donc il faut toujours laisser quelque chose d'ouvert. Hein. Bon courage à vous, bon courage Stéphanie. Écoutez, je vous remercie. Au revoir. Au revoir. Et c'est Monica qui est avec nous. Bonsoir ma chère Monica. Bonsoir ma chère Caroline. Ça fait plaisir de vous entendre à nouveau. Oui, moi aussi, ça me fait plaisir de vous entendre, même si je vous appelle parce que je suis un peu découragée. Oui, c'est ce qu'on m'a dit. Oui, parce que voilà. vous avez un contretemps là, un peu fâcheux pour vous. Voilà. Et ça me pose un peu des questions essentielles sur la suite de ma vie. Et alors, en fait, les réponses qui s'offrent sont un peu douloureuses, quoi. Oui, parce que vous deviez vous faire opérer. Vous aviez trouvé quelqu'un pour vous remplacer dans votre ferme, et finalement, il vous fait défaut parce qu'il va être... Ce jeune homme, il va devenir papa. Ah, ben oui, donc il va prendre son congé paternité. Voilà, enfin, il pourrait pas rester le temps nécessaire pour me remplacer. Mais alors, ce que je comprends pas, c'était prévu. Il ne devient pas papa là. Il n'a pas appris ces jours-ci. Non, enfin, il vient d'annoncer, enfin, c'est tout récent quand même, enfin. C'est parce que c'est la naissance ne va pas avoir lieu là, on est au début de la grossesse. Non, la naissance aura lieu au mois de mai. D'accord. Et moi, j'aurais besoin de lui janvier, février, mars, et il veut pas laisser sa copine toute seule. Oui, bon, c'est compréhensible, oui, de sa part, mais évidemment, vous... Tout à fait, mais pour moi, ça m'arrange pas, quoi. Et la date était prévue de votre intervention ? Eh ben, depuis la semaine dernière, c'est prévu pour la semaine de 18 janvier. Oui. Et vous devez vous faire opérer de quoi ? De la hanche, donc je devrais me faire mettre une prothèse de la hanche. Oui, d'accord. Donc c'est pas une opération excessivement compliquée. Non. Maintenant c'est très bien. Oui, les chirurgiens qui font ça maîtrisent très bien. Oui. Donc par rapport à ça, j'étais complètement sereine. Par contre, tout le monde était clair que par rapport au travail que je fais au quotidien, fallait pas trop y compter pendant 2-3 mois. Forcément, parce que vous avez un travail très physique à la ferme. Hein. Voilà. Donc vous pouvez pas vous permettre. Oui. Mais alors ça vous laisse peut-être un peu le temps de vous retourner et d'essayer de trouver quelqu'un d'autre. Ah, mais c'est que c'est très difficile. Hein. Oui, ça j'en doute pas. Parce que, déjà l'histoire d'arthrose, ça remonte à il y a 10 ans. Il y a 10 ans, déjà mon médecin généraliste, il m'a dit, mais moi je peux pas vous donner plus d'inflammatoire, plus d'antalgique ou autre chose. Il faut se faire opérer. Hein. Enfin, il y a une solution beaucoup plus simple que d'endormir tout le temps la douleur, quoi. Oui. Surtout que maintenant, ça se passe très bien et en termes même de rééducation pour les suites, enfin, les gens se sentent renaître, enfin, vont beaucoup mieux. Tout le monde me dit ça et c'est pour ça que je suis très découragée parce que, figurez-vous déjà à l'époque, j'avais le problème de remplacement, le financement du remplaçant. Et puis, je dis, non, enfin, je voyais pas de solution. Je dis, non, c'est pas possible, je vais pas me faire opérer. Et je pense qu'on a une production d'endorphines naturelles sous effet psychologique qui fonctionne bien, quoi. Parce que, en fait, depuis 10 ans, je vivais avec ma hanche et puis sans prendre aucun médicament. Ah bon? Alors, je boite. Donc, tout le monde voit, hein, enfin, je boite, je boite terriblement, mais enfin, bon, je sentais pas vraiment la douleur. À certains moments, ça me peinait un peu, mais enfin, j'ai appris à vivre avec, quoi. Et puis, en fait, j'ai connu le jeune homme qui était censé de me remplacer il y a 2 ans, quand j'ai cassé ma cheville. Et depuis, on est en relation, en bon troc. Enfin, il veut s'installer lui-même aussi. Enfin, bon, il a des grands projets. Et puis, c'est un jeune homme excellent. Il travaille très, très bien. On s'entend super bien. Et puis petit à petit, est venu comme ça, des amis en commun, ils ont dit, mais voilà l'occasion, il faut se faire opérer, lui, il te remplace.
Alors j'étais au début. Oui, donc là vous étiez déterminé. Voilà, la date était prête et puis là patatras. Voilà. Et puis une fois que ça s'est passé au printemps qu'on a parlé de cette histoire de se faire opérer. Et puis une fois que j'ai réfléchi, que j'ai fait le tour de la question, je dis oui, là j'y vais. S'il y a quelqu'un sur cette terre à qui je confierais ma femme, c'est bien lui. Depuis je n'ai plus de production d'endorphine, donc depuis je souffre. Alors maintenant, je suis déclarée travailleuse handicapée. Enfin, ça m'a apporté aussi un soutien financier pour me faire remplacer. Donc, tout était mis en place, tout était bon. Et puis, voilà. Bon, reste à souhaiter que d'ici là, vous trouviez quelqu'un d'autre pour vous remplacer. Vous avez quand même tout un réseau autour de vous. Et peut-être qu'en parlant comme ça aux autres amis agriculteurs, ils vont essayer d'activer un peu leur réseau. Je sais bien que ça, c'est pas facile. Et puis à ce moment-là, si vraiment il n'y a pas d'autres possibilités, c'est embêtant, mais vous allez différer l'intervention. Vous en parlerez avec le chirurgien. Et jusqu'à que vous trouviez quelqu'un, parce que c'est vrai que vous avez raison de vouloir vous faire opérer, c'est une intervention vraiment qui marche bien et les gens retrouvent une qualité de vie par la suite plutôt que de souffrir. Et j'espère pour vous, ma chère Monica, que vous allez trouver quoi. Vous allez trouver, vous avez quand même un réseau autour de vous. Je suis un peu sceptique, après je me disais, mais peut-être il faudrait que je m'arrête. Oh, je crois pas, parce que vous aimez beaucoup ce que vous faites, vous êtes une passionnée. Je suis pas sûre. Ou alors peut-être qu'il faudrait, comme le suggère Nelly, que ce jeune homme vienne avec sa copine et le bébé à la ferme, s'installer. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Vous verrez. Bon, écoutez, j'espère que vous allez trouver un remplacement, quelque chose, une solution, ma chère Monica. Tenez-nous au courant, en tout cas. On vous embrasse. D'accord. À bientôt. À bientôt, Monica. Bon courage. Au revoir. Ensemble encore pour une belle heure de direct pendant laquelle vous pouvez appeler bien sûr le 39 21 si vous souhaitez me parler ou dialoguer avec un auditeur. Vous pouvez également me faire part de vos commentaires, de vos réflexions par mail sur le site europe1.fr ou par SMS au 7 39 21. Alors vous êtes mobilisés pour Monica, vous l'aimez bien Monica, ça fait plusieurs fois qu'on l'entend à l'antenne, c'est une fidèle de l'émission. Et puis là, elle est un peu découragée parce qu'elle avait une intervention prévue pour une prothèse de hanche. Et puis le jeune homme agriculteur qui devait la remplacer ne va pas pouvoir puisqu'il va être papa à ce moment-là. Alors, il y a Anne qui dit elle pourrait s'adresser, Monica, à Pôle emploi, plus peut-être une annonce dans la presse spécialisée. C'est vrai qu'il en existe beaucoup. Anne ajoute, dit il y a aussi le syndicat, la chambre d'agriculture. Il y a les lycées agricoles diplômés de juin 2015. C'est vrai, c'est une excellente idée. Merci Anne, parce que après tout, dans les lycées agricoles, il y a peut-être des jeunes que ça intéresserait comme ça pour un remplacement. Il y a également Françoise qui dit voir du côté des agences intérimaires agricoles. Alors, en même temps, Monica, vous savez, elle est très au courant, très au point, très informée. Donc, je pense qu'elle va mobiliser un peu tout son réseau. Mais en tout cas, merci pour vos réactions. Et puis, il y a également Pascal qui dit qu'il y a le SGAEC, qui est apparemment un organisme pour les agriculteurs, agricultrices en cas de maladie, congé maternité et autres. Merci en tout cas pour Monica. Je pense que ça va quand même un peu lui faire chaud au cœur de savoir que vous voulez lui apporter votre soutien. C'est Anne maintenant qui est avec nous au 39 21. Bonsoir Anne. Bonsoir Caroline, merci de m'écouter. Mais je vous en prie, je suis là pour vous. C'est pas très facile en fait quand on j'ai écouté souvent, j'écoute quasiment tous les soirs votre émission en rentrant. Je vous remercie. Et puis des fois je me disais que j'allais appeler. Et puis il y a 2 jours vous avez parlé avec une maman institutrice qui avait des problèmes avec son fils de 17 ans. Oui. Qui fumait du cannabis, oui.
Voilà, et moi ça m'a complètement bouleversée parce que j'ai vécu pendant 22 ans avec un homme qui fumait du cannabis, qui était donc le père de mes 2 enfants et entre autres à cause de ça, je pense, et puis de moi certainement, mon fils aîné, il y a 3 ans, ça a commencé à se dégrader pendant qu'il était en terminale. C'est pour ça aussi que j'ai fait un petit rapprochement. Il faisait rien, il était pas en terminale d'ailleurs, il n'avait pas d'école, et il m'a supplié de lui offrir une boîte à bac, comme on dit, en s'engageant à travailler, enfin faire des efforts. On était très proches, très très proches tous les deux, et puis je l'ai fait. À l'époque j'étais malade, donc je sortais de l'hôpital et je l'ai quand même fait. Bon, son père était pas spécialement présent. Et puis, il s'est engagé à travailler, je lui ai fait confiance et évidemment, il a raté son bac. J'ai été très, très naïve. Et puis, entre-temps, il avait rencontré une jeune fille. Les parents de la jeune fille étaient un peu bizarres. Et puis, il est parti. Le jour, à la rentrée des classes après sa terminale, après son bac qu'il a raté, je lui ai demandé de faire une formation. Je lui ai demandé de choisir un lycée agricole, de choisir ce qu'il voulait en fait. Ou de partir à l'étranger pour prendre une année sabbatique, mais en apprenant une langue ou en faisant quelque chose. Mais il voulait pas quitter sa copine, il voulait pas s'éloigner, il voulait juste continuer à vivre comme il avait toujours vécu, c'est-à-dire assez gâté, je pense. Il montait à cheval, il voulait continuer à monter à cheval, être avec sa copine et puis ne rien faire. Et là, j'ai coupé les vivres. J'ai dit tu peux rester à la maison, mais si tu travailles pas, t'auras rien. Enfin, tu dois faire un minimum. Mais alors il est parti. J'ai tout essayé depuis 3 ans. J'ai vraiment tout essayé. Il est où là alors il est où depuis 3 ans il est revenu chez son père il y a 1 mois et demi. Oui. Parce que il a été plaqué comme prévu, comme je lui avais dit, par sa première petite amie. Oui. Il a essayé de faire une formation en alternance et puis il l'a raté. Moi, j'avais des nouvelles de temps en temps par des connaissances communes. J'ai essayé de le contacter, mais il voulait jamais me voir. Je l'ai supplié. Enfin bon. Il a raté son diplôme. Il a rencontré une autre fille. Il a vécu à nouveau chez les parents de cette fille quand il n'était pas chez son patron en alternance, et puis apparemment il s'est fait aussi jeter par la seconde au bout d'un moment, hein. Et du coup il est revenu un peu comme ça, la queue entre les jambes chez son père, et puis son père il a rien dit parce que son père il dit jamais rien, et là en ce moment son père râle en disant qu'il fait rien, qu'il va le mettre dehors, qu'il en a marre, que ça recommence. Il a quel âge aujourd'hui? 21, 22 ans? 22 ans. 22 ans, d'accord. Oui, il est jeune. Bon. Il est jeune. Il avait coupé à l'époque, tout contact avec tout le monde, tous ses amis, toute la famille, tout le monde. Il voulait plus voir personne. Et puis je crois que je sais pas quand maman est morte cette année, je l'ai quand même vu à l'enterrement de ma maman. Et je suis tombée dans les pommes devant lui et c'est mon autre fils qui m'a ramassée, hein. Lui, il n'a pas réagi, il n'a pas bronché. Il n'a pas bougé, je sais pas, je comprends pas, je sais plus quoi faire, je sais plus quoi faire. Vous ne savez plus quoi faire parce qu'il ne veut pas vous parler, c'est ça? Il refuse. Il dit qu'il n'est pas prêt à me parler. Il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt. Je l'ai croisé 3 fois dans la rue. Il a peur, il vous en veut, Alors, il dit qu'il m'en veut parce que à une époque, il a dit qu'il m'en voulait parce que je lui avais coupé les vivres. Oui, c'est là où il est parti d'ailleurs. C'est là où il est parti. D'accord. Après, il a dit que j'étais trop intrusive. Je veux bien, mais j'ai pas spécialement, je fouillais pas dans ses affaires. J'étais présente parce qu'il me demandait de l'être. Oui, vous étiez inquiète parce que vous le voyez finalement tourner en rond, ne rien faire, perdre confiance en lui, parce que c'est ça qui est problématique là. C'est quand il a essayé plusieurs choses, ça n'a pas fonctionné, et donc il s'enfonce parce qu'il perd confiance en lui là. Il faut. Voilà. Et puis je l'avais emmené voir un thérapeute avec moi pour discuter, pour lui expliquer à l'époque que même s'il voulait construire sa vie avec cette fameuse jeune fille, il fallait que s'il voulait lui offrir une vie correcte, décente, il fallait que peut-être il accepte de pas passer nuit et jour avec elle, mais plutôt faire une formation telle qu'elle soit. Il avait accepté donc de vous accompagner, voir ce thérapeute. Le thérapeute, il avait accepté. Oui.
Il est venu 2 fois avec moi. Qu'est-ce qui s'était dit? Qu'est-ce qui était ressorti un peu de ces 2 échanges? Ce qui est ressorti, c'est que c'était pas juste que je le prive de son cheval, que c'était pas juste que je lui demande de travailler et que je ne comprenne pas qu'il aimait sa copine. Et ce que j'avais répondu, c'est que si, je comprenais qu'il l'aimait, mais voilà, qu'il fallait qu'il fallait qu'il fasse quelque chose, qu'il pouvait pas rester sans rien faire. Oui, c'est ça. Il fallait qu'il ait d'autres projets. C'est bien qu'il soit amoureux. C'est ça. Bon, ça, l'aider, c'est une bonne chose. Ça montre qu'il va bien sur ce plan-là. Voilà, mais il peut pas avoir que ce projet-là. Mais à ce moment-là, comme tout allait mal à côté, il s'est absorbé dans cet amour. Et le thérapeute, c'est trop court, en 2 séances, n'a pas pu dire. Et puis après, elle m'a expliqué que de toute façon, il racontait un peu la messe. Il essayait de. En fait, il voulait. Il était comme. Elle m'a dit un truc qui m'a beaucoup marqué. Elle m'a dit parce qu'en fait, il y a des enfants et il y a des adultes. Et on accepte d'être adulte à partir du moment où on prend conscience qu'on ne peut pas réaliser tous ses rêves d'enfant. Et qu'en fait, les enfants, ils disent je vais être pompier, puis un jour ils grandissent, ils se rendent compte qu'ils vont pas forcément être pompiers, mais ils vont essayer d'accéder à leurs rêves en faisant un effort, mais que c'est pas en claquant des doigts. Et elle m'a expliqué que lui, il était pas prêt à être adulte et qu'il fallait lui laisser le temps. Oui, c'est ça. Il n'a que 22 ans et donc ça peut prendre un peu plus de temps. Chez certains, on voit bien, quand il vous disait c'est pas juste, je veux mon cheval, je vais dire comme un enfant qui se plaint qu'on lui retire son jouet. Mais là aujourd'hui, il me croise, il tourne la tête, c'est incroyable. Mais vous le voyez, et son père, alors vous pouvez dialoguer, vous pouvez parler avec son père? Son père, je l'ai quitté. C'était un pervers, un narcissique avec un problème de cannabis et d'alcool. C'était devenu très violent et en fait, je suis restée jusqu'à ce que mon second fils ait passé son bac et pour pas le perturber plus, parce que j'avais quand même 3 ans que non seulement ça allait pas dans notre couple depuis un certain nombre d'années, mais en plus il y avait son frère qui était parti, il y avait des problèmes de santé, donc j'ai essayé de m'accrocher, de rester, et puis quand il a eu son bac et qu'il a été un peu mieux, il a fini par donc vous n'avez pas d'échange, vous ne pouvez pas parler de votre fils. Je parle avec son père, mais lui il veut pas parler. Le père, vous pensez qu'il continue à s'alcooliser? Oui, non, mais ça change pas, je suis sûre, je le croise et je le vois. Oui, donc ça c'est un peu angoissant aussi pour votre fils d'être cette image de père là qu'il a sous les yeux. Ah oui, mais comme si lui-même pouvait finalement ne pas y arriver, ne pas s'en sortir. Je pense aussi. Mais mon second fils, lui, il l'a pris par la main, l'a obligé à se mettre au travail parce que ça fait 2 mois et demi, 3 mois qu'il est retourné à l'appartement et il faisait rien. Donc mon second fils qui fait ses études et qui travaille aussi à côté, l'a fait rentrer dans une boîte que je ne citerai pas pour qu'il travaille. Il travaille là actuellement, votre fils. Mon fils l'a obligé. C'est bien, il a un frère, qui prend les choses en main là, un peu son grand frère. Prend les choses en main. C'est le petit frère en fait. Oui, c'est le petit frère. D'accord. C'est bien. Et donc là, pour le moment, il est rentré dans une boîte, là, il travaille. Ouais, il travaille 3 fois par semaine le soir et c'est pour avoir un peu d'argent parce que son père veut pas lui en donner et voilà quoi. Son frère lui a dit qu'il fallait qu'il fasse quelque chose et qu'il se bouge un peu, mais c'est vrai que moi je trouve ça très bien qu'il fasse quelque chose. Oui, c'est bien. Ça le met un peu dans la réalité. Et peut-être d'ailleurs ça peut lui donner envie de reprendre une formation, vous voyez, ça le cadre en tout cas. Il a des horaires. Oui, ça c'est important, des horaires, et puis quelque chose où il peut être en lien avec d'autres, finalement, avec d'autres personnes. Enfin, ça peut lui redonner à un moment le goût de quelque chose, y compris d'ailleurs d'entreprendre à nouveau quelque chose ça peut lui redonner un peu confiance en lui, d'arriver à réussir ce qu'il fait. Parce que là, depuis quelques années, tout ce qu'il entreprend, ça échoue, donc c'est difficile. C'est pas une manière de revenir vers moi. C'est évident. Je pense que pour lui, ça doit être très compliqué de se dire qu'il va venir me regarder après avoir volé de l'argent, après m'avoir brutalisé, après m'avoir insulté. Mais vous ne m'avez pas dit tout ça. Si, il l'a fait. Oui, mais il l'a peut-être fait, mais vous ne m'en avez pas parlé jusqu'à présent. Donc, je comprends mieux aussi. Je vous demandais tout à l'heure pourquoi, au fond, devant vous, il restait. Il ne voulait pas vous voir. Est-ce que c'était par peur? Est-ce que c'était par colère? Je pense qu'il y a un peu de tout.
Oui, et puis... Et oui, certainement. Si ça en est arrivé là, entre vous, il doit se sentir très mal par rapport à tout ça. Je pense, oui. C'est la première famille dans laquelle il est tombé qui on avait l'impression que c'était une secte. Quelle famille ? La famille de sa petite copine, là ? Ils l'ont accueilli, oui. À l'époque, sa petite copine était en terminale. Lui, il faisait rien. Et ils l'ont pris chez eux et ils l'ont laissé rien faire, apparemment, pendant plus d'1 an, à l'entretenir, à rien faire, pour le plaisir de leur fille. Oui, mais c'était une famille et peut-être que ça lui a fait du bien. Alors, vous voyez, il avait besoin quand même, à ce moment-là, il s'est trouvé une famille provisoirement un peu d'adoption. Ça montre qu'il a besoin de... Mais nous, je crois, oui. Je sais même plus si je dois aller le voir ou pas. Je sais même plus si je dois lui parler quand même. Je pense parce que peut-être que lui a... Pour les raisons que vous venez d'évoquer, s'il y a eu ces précédents et pas n'importe lesquels, vous voulez de l'argent, quand vous dites vous brutalisez, c'est-à-dire qu'il y a eu des échanges un peu physiques entre vous. Il s'en est pris à vous physiquement. Ah oui. La première année, quand j'ai essayé d'aller le voir, parce que je comprenais pas qu'il soit parti. Moi, on n'avait pas eu de clash spécialement. Il n'avait pas été maltraité. Je comprenais pas et je voulais juste lui parler. Et une fois, je suis allée là où il montait à cheval et la femme, la mère de sa petite amie s'est mise entre nous et je lui ai dit mais laissez-moi lui parler. Je veux juste lui parler. Et pourquoi elle s'est mise entre vous ? Pourquoi ? Parce que, je sais pas, il lui appartenait, parce que, j'ai pas très bien compris, je voulais juste parler à mon fils, mais... Et alors, donc là, il vous a bousculé ? Là, il m'a bousculé, il m'a déboîté l'épaule, en fait. Il m'a déboîté l'épaule, et puis voilà, et puis moi... je comprends que depuis, vous ayez peur aussi d'aller le voir, au fond, vous craignez à nouveau une réaction... J'ai essayé, il y a eu une fois où j'ai emmené son père aux urgences, et il s'est pointé, c'était complètement ahurissant, il l'a su par je sais pas qui, et il est rentré dans la salle d'attente et je me suis dit il va venir me voir. Non, il n'est pas venu me voir, il est allé au guichet demander, il était avec sa nouvelle nana. Donc je l'ai appelé, je lui ai dit mais Titien, je suis là, j'étais un peu en larmes. Dégage, n'approche pas. Enfin, j'avais l'impression à l'époque qu'il était drogué. Enfin, il y a des choses quand même graves. Plus je discute avec vous, plus on sent qu'il y a des choses qui se greffent là et qui sont quand même très très compliquées. Pourquoi le père là, vous me dites vous aviez amené son père à l'hôpital, donc vous étiez pourtant séparés de lui à ce moment-là. À ce moment-là, je lui avais demandé le divorce, mais j'étais pas encore partie parce qu'il fallait que je trouve une maison parce que moi je suis partie sans rien en fait. Enfin, il y a beaucoup de précédents, beaucoup de choses assez lourdes quand même, où lui a pu se sentir un peu abandonné dans cette histoire avec un père qui va très mal. Du coup, beaucoup de répercussions sur votre couple aussi, où il y avait quand même des choses un peu violentes. Il va mal, votre fils, à l'évidence, il va mal. Bon, il aurait besoin d'un soutien psychologique. Et je trouve qu'à cet âge-là, c'est pas une démarche... Enfin, c'est seul qu'il pourra en parler. Il a plus l'âge de faire quelque chose en famille, avec vous, avec son père. Il faudrait vraiment... ça, on est bien peut-être que son frère, puisque visiblement il écoute son frère et qu'avec son frère ça se passe bien. Enfin, vous pourriez dire à votre plus jeune fils qu'il lui dise qu'il faut qu'il aille parler, il faut qu'il se fasse aider. Déjà parce que, premièrement, vous me dites qu'il vient de rompre avec sa petite amie. Il est quand même en rupture avec vous. Il est chez son père. Bon, c'est une bonne chose. Il n'est pas comme ça dans la nature. Il n'est pas à la rue. Et il n'est pas à la rue. Et il a quand même là depuis peu un travail. C'est important. Oui. Ça peut l'amener un peu à se stabiliser, à reprendre confiance en lui. Bon. Maintenant, j'entends qu'entre vous, il y a quand même beaucoup de choses là qui se sont passées et évidemment qui font que c'est compliqué de reprendre le lien là. Pour le moment, peut-être, s'il ne va pas bien. Et vous pensez qu'il faut que j'attende et que je sois patiente et que je le laisse se reconstruire et venir... je ne sais pas, vous êtes sa mère quand même, donc... non, je pense il doit être perdu, il doit être... Mais bon, après, moi, c'est compliqué, là, ce que vous me demandez, parce que la dernière fois où vous y êtes allé, ça s'est très mal passé.
Oui. Bon, il y a eu de la violence physique. Oui. Alors, si vous n'avez pas repris contact avec lui depuis, c'est que vous avez vous-même un peu peur. Ah c'est clair. Bon, alors qu'est-ce que vous vous de votre côté, vous n'avez pas vous n'êtes pas revenu voir ce thérapeute avec qui vous étiez allé voir votre fils? Moi j'ai été suivie, moi je la vois régulièrement et bon, c'est bien. Donc ça, vous pouvez parler de ce lien, de comment vous pouvez maintenir ou renouer un lien avec votre fils. Qu'est-ce qu'elle vous conseille là? Alors elle me dit qu'il faut lui laisser le temps de grandir et que comme j'ai joué le rôle du père et de la mère pendant toute sa vie, il m'en veut de ça en fait. Il m'en veut quelque part de ça et que c'est à moi qui va le faire payer. Il peut vous attaquer vous parce que c'est vous la plus solide finalement dans le couple. Il ne peut pas s'en prendre à son père qu'il sent trop fragile. C'est ça. Oui. Oui, donc finalement, peut-être que là, c'est peut-être ça quand il disait finalement que vous étiez trop intrusif, c'est-à-dire qu'en fait vous assumiez les deux rôles, c'était pas de l'intrusion, mais c'était comme un adolescent qui se rebellerait contre l'autorité et vous étiez seul à incarner cette autorité, comme encore aujourd'hui d'ailleurs, vous êtes seul à vous débattre, puisque bon. Vous ne pouvez malheureusement pas vous appuyer sur son père. Ah non, absolument pas. De toute façon, lui, il dit jamais rien. Je veux dire, ils peuvent organiser tout ce qu'ils veulent, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Oui, c'est ça. Il est. C'est ça. Il est. Bon, ce qui est pour le moment, finalement, c'est pas mal quand même qu'il puisse être accueilli chez ce père qui ne peut pas être un élément de stabilité pour lui, mais qui lui permet d'avoir un toit et quand même une sécurité, si vous voulez, d'une certaine façon. Et puis le fait d'être avec son frère, il avait coupé tout lien social, il n'avait pas la vie d'un jeune. Parce que ses copines étaient très exclusives. Donc là, au moins, il recommence à avoir des gens à sortir, à avoir une donc vie il va mieux, c'est plutôt très encourageant ça. Et son jeune frère vit chez son père également. Ah oui, mais en fait son jeune frère il est chez son père que pour dormir en fait. Oui, mais enfin ça revient, il se recrée une cellule familiale un peu. Il n'est pas qu'avec son père, il y a le jeune frère qui est là, et puis il retravaille, il a des amis, donc c'est plutôt encourageant là ce que vous décrivez. Il va mieux. Par rapport à un moment où il allait mal et où où il s'est coupé de tout, il est en train de se resocialiser là. Oui, je pense ça c'est vrai. Et c'est vrai que il y a mon jeune fils qui lui a 20 ans, qui vient le week-end avec moi et qui passe ses week-ends chez moi. Oui. Et c'est vrai que bon. Dans ces cas-là, je sais qu'il n'y a pas de soirée, que le grand ne sort pas, mais Est-ce que vous ne pourriez pas, alors peut-être, en parlant avec votre jeune fils, puisque lui est un lien là et que ça c'est important pour eux. Proposer qu'ils viennent. Oui, c'est ça. Que vous ne soyez peut-être pas seul, peut-être que ça serait plus rassurant pour vous et pour votre autre fils qui doit avoir peut-être peur à nouveau qu'il y ait quelque chose qui dérape de ce lien finalement très fort qu'il y a et de toute cette culpabilité là qui s'est mise en place. Parce qu'il doit pas être bien, comme vous dites, il y a tout mêlé, un peu de peur, de colère, de honte, ce qui ne favorise pas, ce qui facilite pas les choses entre vous. Mais peut-être proposer ou un déjeuner, ou qu'ils prennent prendre le café, ou. Je devrais peut-être demander. Parce que pour lui montrer quand même, que la porte est ouverte. Oui, voilà, que la porte est ouverte et qu'il y a une démarche d'apaisement. Il y a une démarche d'apaisement parce que on le voit bien, vous voyez, quand vous me parlez de ses petites amies, de la famille qu'il avait investie, ce garçon, et de cet amour exclusif dans lequel il plongeait, il n'y avait plus que cette jeune fille qui comptait à ce moment-là. On voit à quel point il est en attente. Oui, c'est ça que j'arrive pas à percevoir. Il y a une attente terrible, donc vous devez beaucoup lui manquer au fond, même si actuellement vous avez tenu, c'est pas de votre faute, c'est comme ça. Vous n'aviez pas un mari qui pouvait justement être un soutien et un père aussi pour eux, donc comme le dit votre psy, vous avez tout incarné et c'est difficile. D'autant plus pour un fils, être trop proche de sa mère, c'est compliqué.
Oui, je crois que c'est ça. C'est compliqué. En fait, je l'ai trop laissé. J'ai été trop proche de lui. Je crois. Oui, mais bon, à votre décharge, vous savez, c'est bien. C'est pour ça que c'est bien d'être deux, hein, quand on élève des enfants, et puis que l'autre et le père peut justement faire en sorte que à un moment il n'y ait pas de séparer un peu. Enfin. Et cette trop grande proximité, on voit bien d'ailleurs, il ne sait pas comment faire quand vous allez mal. Vous parlez des obsèques de votre mère, lui il était complètement démuni, il ne sait pas comment faire. Mais par contre, ce qui est dingue, c'est qu'il est quand même venu. Bah oui, il est venu, mais il est venu bien sûr parce que c'est sa grand-mère, parce que vous comptez énormément pour lui. Mais il doit s'en vouloir, il doit aussi se dire qu'il vous déçoit. Vous voyez, il y a aussi tout ça, certainement. Et c'est pour ça de ne pas trop laisser s'installer. La distance était peut-être nécessaire à un moment, lui a permis un peu de s'apaiser, et vous aussi. Et vous pouvez laisser faire une proposition, en tout cas. Oui, parce que c'est ça qui me fait peur, c'est que maintenant il est installé dans quelque chose et que j'ai tellement peur de plus jamais le retrouver, en fait. Oh si, parce que vous avez eu un lien très fort. C'est justement, je sais pas ce qu'en pense votre psy, mais je pense que c'est justement parce que vous avez eu aussi ce lien aussi fort que c'en est arrivé là, y compris à ce qui vous bouscule, enfin... vous étiez trop proche. C'est ce qu'elle dit, oui. Vous étiez trop proche. Il y a trop d'amour, presque trop de. Et on voit bien d'ailleurs certainement après il transfère ça sur les jeunes femmes qu'il rencontre et il s'enferme dans quelque chose de très exclusif. C'est là où il a aussi ce côté encore enfant. Petit garçon et d'un amour comme ça exclusif qu'il avait avec vous. Et puis là, il m'avait dit, même moi, je veux pas choisir entre elle et toi. Et je lui avais dit, mais Alex, mais t'as pas à choisir. Moi, mais oui, mais maman. bon. C'est pas de choix à faire. C'est pour ça que je pense qu'il y avait c'est bien que le père quand même puisse être là pour l'accueillir, pour ça vous permet vous de souffler, ça lui permet lui, parce que la relation elle n'est pas conflictuelle avec son père. Puisque son père est très absent, au fond. Bon, mais en revanche, je dirais, comme vous l'avez dit, lui montrer que la maison est ouverte et que vous ne le rejetez pas et que vous restez sa mère, quoi qu'il en soit, et quelles que soient les difficultés que vous avez pu avoir. C'est-à-dire qu'il sent que vous êtes là pour lui. Oui, c'est que vous êtes là. Ça reste mon fils. Voilà, que vous n'êtes plus fâché, ou voyez, qui peut voilà, et dans une démarche d'apaisement, et le fait que son frère soit présent, ça peut permettre, comme s'il venait déjeuner, prendre un café ou prendre le dessert et être dans quelque chose où on rentre pas dans une discussion de fond, mais de se revoir, et qui peut venir à la maison, qui est sa maison. Oui, parce que c'est ça, c'est que j'ai l'impression qu'il a le sentiment que s'il me revoit, il va falloir qu'il se lancer dans des explications, rendre des comptes. Non, on n'en est plus là. L'important, c'est qu'il va mieux, il se resocialise, il travaille, il a des amis, il est hébergé par son père, son frère, donc il va mieux. Donc profitez de ça, je dirais, pour lui proposer et ne pas vous offusquer si vous devez faire peut-être plusieurs propositions avant que, voyez, ou peut-être qu'il va venir dès la première, hein, d'ailleurs, et peut-être qu'il n'attend que ça, au fond. C'est probable. J'espère. C'est probable. J'espère. En tout cas, merci, j'espère. Oui, je pense, ne craignez pas. Enfin, vous allez à un moment vous retrouver compte tenu du lien. C'est c'est un temps. Il faut le laisser. Il est jeune, votre fils. Vous savez, il est jeune et il va grandir et se trouver. Et puis, bon. Déjà, c'est très encourageant qu'il soit à nouveau en lien avec les autres. Là, c'est bon signe. Oui. Son frère a été. En tout cas, son jeune frère est formidable. Oui. Et il va bien, lui. Vous voyez comme quoi 2 enfants. Bon, il y en a qui sont plus fragiles que d'autres. On m'a expliqué que non. On m'a expliqué que ça venait pas de moi, que c'était une question Non, nature, c'est pour ça que... Et votre culpabilité, vous n'êtes pas les choses non plus dans cette histoire, parce que vous prenez beaucoup de choses sur vous, alors que vous avez fait ce que vous avez pu, et on voit bien que selon les enfants, c'est très différent. Hein. Bon courage, Anne. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir. On aura Brigitte, j'espère, avant la fin de l'émission, qui voulait encourager Anne, parce qu'elle s'est retrouvée dans une situation un peu similaire avec son fils, et ça s'est arrangé pour Brigitte. J'espère qu'on pourra la voir avant la fin de l'émission. Si vous le pouvez, restez à l'écoute, ma chère Anne. Bonsoir Kelly. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Caroline.
Alors, vous voulez me parler d'une relation de couple? Oui, ça? Et, en fait, ça fait maintenant presque 20 ans que je vis avec le père de mes enfants. Mais donc depuis 2 ans maintenant, il ne se passe absolument plus rien entre nous. Et donc, voilà, je suis vraiment incapable de partir, de faire autre chose. Et pourtant, je ne suis pas du tout dans mon élément avec cette situation-là. Mais quand vous dites qu'il ne se passe rien, c'est-à-dire plus rien entre vous, vous n'arrivez même plus à parler ou... On n'a jamais vraiment réussi à parler puisque mon ami est quelqu'un de très fermé, on va dire. Oui. Gentil au demeurant, mais toujours très très fermé et qui ne parle pas, qui ne parle jamais. Donc je me suis habituée un petit peu à ça, on va dire. Et tant que tout allait bien, voilà, c'était pas un problème. Mais aujourd'hui, où la relation est devenue vraiment néant, eh bien, c'est moi qui supporte plus tout ça. Et oui, parce qu'il parlait... Bon, c'était peut-être quelqu'un d'assez introverti, mais vous arriviez... il y avait un échange entre vous. Vous arriviez à vous entendre, vous vous sentiez aimé et réciproquement, alors que là... Il a toujours été quelqu'un d'extrêmement doux, très, très avenant, très gentil... vraiment là-dessus. Oui, voilà. donc il était peut-être introverti, mais en tout cas, il vous manifestait son attachement et son amour. Mais aujourd'hui, c'est-à-dire, est-ce que il s'est passé quelque chose, des événements particuliers qui ont... Plusieurs choses. Déjà, on a eu une période très difficile, on va dire financière, donc où on a perdu en même temps. On travaillait dans la même entreprise. On a perdu en même temps nos travails respectifs et donc on a dû vraiment se retrouver, enfin on a changé de train de vie totalement. Mais c'était pas trop ça le souci puisque on n'était pas liés par le fait de l'argent puisqu'on a démarré cette petite entreprise ensemble et donc non, c'était pas ça du tout le sujet. Le sujet est que je pense que préoccuper l'un comme l'autre à essayer de faire tourner la boutique, comme on dit, on s'est un petit peu perdu de vue et voilà. Et comme c'est quelqu'un de très introverti, ne parvient pas à revenir dans un contexte. Aujourd'hui, vous en êtes où alors professionnellement? Vous êtes Moi, j'ai eu beaucoup de mal à trouver quelque chose. Lui a retrouvé de son côté quelque chose en tant que salarié. Donc, c'est important pour vous et pour les finances et pour quand même à nouveau faire des projets. Mais vous toujours pas donc. Et moi toujours pas. Je commence à essayer de relancer une petite entreprise, mais vraiment, pour l'instant sans grande garantie puisque je suis vraiment dans le démarrage. Donc. Mais il faut que je fasse quelque chose parce que ça fait maintenant plus de 3 ans que je n'ai pas pu retravailler et donc voilà, je n'avais plus du tout de revenus. Il fallait vraiment que je fasse quelque chose, que je tente quelque chose de dernière limite, on va dire. J'ai 46 ans, donc c'est vrai que c'est pas facile peut-être pour une femme de cet âge-là de retrouver quelque chose. J'étais dans une profession un petit peu marginale, qui était Qu'est-ce que vous faites? De la vente directe, donc c'est des méthodes de vente, vous savez, en première intention. Enfin, c'est un milieu très très masculin. D'accord. Et donc voilà, moi arrivé à un certain âge, on n'est plus dans les leaders, vous voyez ce que je veux dire. Oui, mais ça, quel que soit le secteur, d'ailleurs, c'est pas. Et là, vous ne vous sentez pas soutenu, c'est ça? Vous auriez besoin en plus actuellement d'être un peu encouragé, stimulé. Malheureusement, là, ça vous manque évidemment, d'autant plus là. Voilà, et puis bon, je parviens pas. Moi, je suis quelqu'un d'extrêmement communicatif, pas toujours dans le bon sens du terme, parce que des fois, je dis des choses qui me passent par la tête qui devraient pas sortir. Mais et à l'inverse, lui est quelqu'un d'extrêmement introverti et ça aide pas non plus dans le dialogue. Mais là, non seulement il n'y a pas de dialogue, mais en plus il y a même plus de relation du tout, quoi. Mais quand vous dites plus de relations, j'aimerais comprendre, c'est sur tous les plans, vous n'avez plus aucune intimité, vous vivez quoi? Comme si vous partagiez, vous étiez sous le même toit, mais il se passe plus rien. Voilà, c'est ça. Et donc, Mais vous avez essayé d'en parler avec lui en disant que c'est justement vous pouvez pas
continuez à cohabiter comme ça, que ça n'a pas de sens? Oui, oui, mais c'est passé par tous les stades. Il y a des stades où j'essaie de lui en parler calmement. J'ai essayé aussi la méthode où c'est moi qui vais vers lui, mais bon, ça change rien puisque c'est toujours moi qui viens vers lui. Après, j'ai décidé de ne plus venir vers lui et de rester sur mes positions et d'attendre que de l'autre côté ça bouge un petit peu. Mais voilà, j'ai essayé j'ai essayé plein de choses, mais ça marche pas vraiment dans le sens où il y a un blocage, je pense. Mais vous n'envisagez pas une séparation pour autant? Eh bien, si, justement, c'est un petit peu le but de mon appel, c'est que je me sens un peu démunie dans le sens où j'ai pas de famille, j'ai pas d'entourage, je suis vraiment très très seule, pas de situation financière, donc c'est difficile aussi, mais j'ai l'impression quand même que de le quitter, ça serait pour moi la pire des choses. Alors je sais pas, c'est très bizarre, j'ai l'impression Pour vous, pour lui, vous avez peur pour lui? Vous avez peur de quoi? De vous effondrer? Que lui, vous craignez de l'abandonner? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça serait la pire des choses? Oui, j'ai peur de l'inconnu, j'ai peur pour moi, mais surtout que j'ai l'impression de ne pas pouvoir me passer de lui, alors qu'il se passe rien, vous voyez, c'est ça qui est... Mais je pense qu'il ne se passe pas rien. Oui. C'est parce que vous me répétez ça depuis le début, il se passe rien, et je suis pas sûre, parce que sinon, on sent à quel point vous êtes en attente. Ah oui, totalement, oui, je suis vous êtes en attente terriblement, bon. Mal en plus, parce que du coup, on finit par céder à la colère, à l'impatience, vous voyez. Oui, et lui, si c'est quelqu'un d'un peu introverti, il va se replier de plus en plus dans sa coquille, à la limite. Plus vous allez, je sais pas comment vous l'interpeller, ou lui demander, ou il doit bien sentir que vous n'êtes pas bien, et c'est pas lui qui fait les premiers pas, j'ai envie de dire. C'est pas nouveau, ça, semble-t-il. C'est vous l'élément moteur dans le couple. Eh ben, le moteur, c'est un peu moi, mais dans le sens où, justement, sur ce plan-là, moi, je suis quelqu'un qui a besoin de protection, et donc, je pense que sur ce plan-là, j'aimerais que ce soit lui le moteur. Justement. Mais est-ce que vous pouvez lui demander, en tout cas, lui dire que vous dites c'est quelqu'un de très doux, qui peut se montrer comme ça, donc il peut être enveloppant quand il le veut, que vous avez besoin de ça aujourd'hui? Oui, ça, il est très enveloppant. Il est toujours, ça. Il est toujours, mais... Bon. Il vous aime, cet homme, encore. Très affectueuse ou tendre, vous voyez. Et je pense qu'il y a un blocage. On n'arrive pas, ni l'un ni l'autre, à passer un cap. Mais qu'est-ce que vous voudriez, au fond? Qu'est-ce que vous souhaiteriez, vous, de sa part? Je n'en sais plus rien. Oui, mais c'est ça qui est important à définir, pourtant. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, pourrait vous apaiser? Faire que vous vous sentiez moins mal? On est tellement rentré dans un système comme ça. Mais vous ne vous sentez plus aimé de lui ou pas assez? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas trop si c'est de l'amour ou si c'est du quotidien, voyez. Non, mais le quotidien vous accable là. C'est autre chose. On voit bien, c'est le quotidien là qui vous englue. Oui, ça m'englue, mais lui aussi, puisque dernièrement j'ai trouvé des bouteilles d'alcool cachées, dissimulées dans son véhicule. Enfin, vous voyez, je pense qu'il a un problème. Ah oui, mais lui non plus va pas bien. Il va pas bien non plus. C'est nouveau ça. Vous jusqu'à présent, vous n'aviez pas remarqué quoi que ce soit. Je pense que c'est venu petit à petit. Peut-être au moment où vous avez été licenciés tous les deux, enfin. Peut-être, oui, peut-être un peu après. Mais il y a eu pas mal d'histoires, et notamment ce qui nous a mis dans cette rupture financière, c'est que il a fait une petite bourde. Il s'est laissé convaincre de signer une caution solidaire pour son entreprise. Oui. Et qu'il n'aurait pas dû faire puisqu'il était tout à fait protégé en ne le faisant pas. Et du fait de ne pas m'en parler, et bien évidemment c'est ressorti à un moment donné, je me suis rendu compte de cette bourde. Ça nous a pas séparés pour autant. Oh là là, le pauvre, oui, parce qu'il a dû s'en vouloir terriblement. Oui, ça nous a pas séparés parce que je suis pas avec lui pour l'aspect financier. Non, mais c'est important, hein, Kelly, là. Ça aurait pu vous séparer. Vous savez, les problèmes d'argent dans le couple, c'est terrible, quoi. Ça peut... Donc ça aurait pu, ça ne vous a pas séparé, vous avez tenu bon, si ce n'est qu'actuellement vous n'êtes pas bien, peut-être dans un contre-coup aussi, hein. Oui, peut-être. Au fond, aussi, vous avez... J'ai l'impression que c'est moi le chef d'orchestre tout le temps, et quand moi je perds pied, il y a plus rien, quoi.
Oui, c'est-à-dire que vous, en plus, il y a cette inquiétude par rapport à votre travail. Vous auriez besoin là d'être encouragé, particulièrement besoin de lui. Et lui, vous dites si vous avez découvert ces bouteilles d'alcool, vous ne lui en avez pas parlé? Ben si, j'en ai parlé, mais évidemment, il a nié en bloc, en me disant que mais non, c'était des choses qu'il avait mis là au fur et à mesure des réceptions qu'on a pu faire. Oui, ça tient pas la route, quoi. Voilà. Vous ne l'avez jamais vu, vous, sinon alcoolisé? Je ne l'ai jamais vu, non. Non, c'est vraiment dans son coin, tout seul, je suppose. Et c'est là où c'est grave, parce que je sais que c'est tout seul. Donc quand il est tout seul, il fait ça. Et sinon, quand il est avec nous, il montre, il essaye de montrer en tout cas l'image du père parfait, du mari parfait. Oui, parce que vous avez des enfants. On a 2 enfants, oui, qui sont un peu grands, 16 ans et 12 ans, mais qui ont besoin encore, évidemment, du cadre. Qu'est-ce que vous lui dites, là, lorsque vous avez envie, au fond, qu'il réagisse? De quoi lui parlez-vous? Comment lui parlez-vous? Eh bien, je lui dis que moi, je vais pas bien et que j'ai besoin qu'il soit mature et qu'il soit responsable et qu'il se prenne en main, que... Enfin, voilà, oui, ce qui revient un peu à lui dire qu'il ne l'est pas et que, que ça va pas et que vous n'êtes pas satisfaite et que vous n'êtes pas bien. Ouais. Bon, vous pensez pas qu'il faudrait peut-être prendre les choses en disant au fond que tous les deux vous traversez une période difficile, fragile et que... Ça, on en est conscient. Et que vous, pour autant, oui, vous en êtes conscient, mais enfin, le problème, c'est que vous vous enfermez, vous vous éloignez parce que vous êtes chacun dans votre chagrin, dans votre peine, dans vos douleurs, dans vos inquiétudes, et que ça vous éloigne. Tout à fait. Donc lui, peut-être, au vu de ce que vous me dites, il s'anesthésie un peu en s'alcoolisant, et puis vous tournez en boucle ces questions, vous vous sentez de plus en plus seul. Donc à un moment, je pense qu'il faut crever l'abcès, et c'est vous qui allez le faire, c'est pas lui. Bien sûr. En lui disant on vient de surmonter quelque chose de dur, il faut qu'on fasse quelque chose pour nous là, parce qu'on est en train on va pas bien l'un et l'autre et qui va aider l'autre, quoi. Vous voyez, vous pouvez pas, parce que donc il faut faire quelque chose peut-être ensemble, en allant voir quelqu'un. Mais quand je lui dis ça, il me dit oui. Il me dit oui, tu as raison. Il vous dit oui quand même. Il me dit oui, tu as raison, il me dit je vais changer, il me dit je vais... Oui, mais ça veut dire, vous voyez, il est coopérant, mais il ne sait peut-être pas comment. Non, il ne sait pas comment. Bon. Donc il faut enchaîner là, c'est-à-dire qu'il faut, à mon avis, il faut que vous demandiez de l'aide là. Hein. Mais oui, mais le problème c'est qu'il est, il me dit oui, mais pour autant il fuit quand même chaque fois. C'est pas lui qui va prendre rendez-vous, Kelly. C'est pas lui qui va prendre rendez-vous. Non, c'est moi. Mais j'ai déjà essayé, mais à chaque fois il y a quelque chose qui fait que il peut pas, ou il est pas là, ou vous voyez, C'était là que vous avez essayé de prendre rendez-vous avec un thérapeute, il ne vient pas. Voilà, enfin il n'est pas disponible. Oui, mais là il faut le mettre au pied du mur. Il faut le mettre au pied du mur, parce qu'en disant tu fuis quelque chose, c'est ta façon de faire. Moi, on peut plus continuer comme ça là. Voilà, mais bon, il faut qu'on se retrouve. Il faut lui dire, il faut qu'on se retrouve. Et pour le moment, vous pouvez lui dire que vous n'avez pas envie de le quitter, mais que si ça continue comme ça, vous. Si, justement, pour moi, ça ne changera pas. J'ai l'impression que ça changera pas. Et que à la fois je vais pas avoir la force moi toute seule, parce que je suis un petit peu abandonnée de toutes parts, on va dire. Alors faites une démarche pour vous à ce moment-là, s'il ne vient pas lui. Ouais, mais quelle démarche? C'est-à-dire que vous pouvez encore une fois lui dire reprendre rendez-vous, et s'il ne vient pas, dire de toute façon vous allez y aller seul. Vous pouvez pas continuer comme ça. Oui, tout à fait. Avec le risque, c'est compliqué quand dans le couple le lien va mal. Le lien va mal parce qu'aussi vous n'allez pas bien, lui ne va pas bien. Donc et le risque quand on fait une démarche seule, si vous voulez, au lieu d'une démarche de couple, c'est que ça éloigne encore davantage. Parce que l'important, c'est que vous sentiez mieux. Que vous retrouviez un peu d'énergie pour vous en avez besoin pour retrouver une stabilité dans votre vie, parce que à vous entendre, je pense que si vous retrouviez vous
une stabilité professionnelle, je pense que vous retrouveriez ce rôle que vous avez toujours eu dans le couple et qui vous convenait au fond aussi. C'est peut-être pas par hasard que vous êtes... Ah oui, mais en ce moment, vous êtes en train de tout remettre en question, comme quand on va mal, hein. Non, parce que je l'avais vu comme quelqu'un de très protecteur et de très... c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, c'est un super papa là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais je l'avais vraiment perçu comme quelqu'un de très protecteur, de fait de son gabarit aussi. Et au final, je m'aperçois que non seulement il n'est pas protecteur, mais en plus il a des gestes suicidaires parfois. Ce genre de. C'est-à-dire. Vous voyez, ce genre d'attitude. C'est quoi de signer des documents sans m'en parler alors qu'on travaille dans la même entreprise et qui nous met en péril. Ça vous insécurise, oui, ça vous a terriblement insécurisé, ça. Moi, ça m'a laissé complètement. Ça vous fait douter, oui. Oui, mais peut-être à sa décharge, Kelly, il a déjà eu ça parce qu'à un moment, dans un moment de, il n'a pas vu ça forcément comme un geste suicidaire. Je comprends ce que vous voulez dire, que ça aurait pu vous amener vraiment dans le gouffre, et d'ailleurs ça n'a pas été loin. Mais peut-être qu'à un moment, vous savez, même les plus solides il y a des moments de panique, il y a des moments où on craque. Ça peut arriver aux plus solides, hein. Oui, je sais bien, mais du coup, moi, je le perçois plus comme... Oui, j'entends ça. C'est plus, il vous protège plus, vous vous sentez plus protégé. Vous êtes et lui doit s'en vouloir terriblement, d'où peut-être, vous voyez, ces bouteilles là que vous trouvez. Donc vous êtes enfermé dans quelque chose dont il faudrait sortir. Et je pense que le risque, on voit bien que c'est l'image que vous avez de lui qui est en train de vaciller. Et si vous faites une démarche seule de votre côté, vous allez avancer, mais sans lui. Un peu loin. Alors bon, après tout, l'important c'est que vous avanciez, mais dites-lui en disant, écoute, là je te demande de pas te défiler, j'ai besoin de toi. Et qu'on fasse quelque chose pour notre couple. Il va me répondre, oui, je suis là. Et puis... Oui, mais là vous lui dites, maintenant je te laisse pas le choix. Je veux que tu sois là tel jour à telle heure. On y va ensemble ou vous faites en sorte que vous allez le chercher, vous passez le chercher, vous y allez ensemble. Ouais. Vous le laissez pas se dérober. Parce que je pense que si vous voulez, il est dans une fuite. Lui, il est dans une fuite. On le voit, comme souvent, malheureusement, vous savez, les hommes ont un peu tendance à réagir comme ça dans des moments, être plus soit de le refuge dans le boulot, à plein. Et quand ça leur échappe, il peut y avoir ces conduites un peu autour de l'alcool, enfin, qui devient un refuge. Donc, il est dans quelque chose d'un peu, destructeur. Mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas retrouver, il ne faut pas le laisser s'enfoncer. Alors je sais bien que vous aussi vous avez besoin, mais il ne faut pas le laisser s'enfoncer et vous pouvez être encore une fois l'élément moteur que vous avez toujours été pour retrouver au fond cet homme. Il n'a pas disparu complètement, cet homme-là. C'est simplement qu'il est aussi dans une période difficile. Bon. Ça vaut le coup quand même. Je pense que les fondations de votre couple, elles sont solides pour avoir traversé tout ce que vous avez traversé. Ça vaut le coup. Bon courage, Kelly. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.